Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous retrouver ce matin dans le cadre de For You Matin, votre programme de la matinale ou alors de la matinée sur For You Media Africa. Le thème principal de ce matin nous amènera du côté du Burkina Faso, où hier soir en tout cas, on a vu cette information, le capitaine Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, qui a finalement fait une sortie pour répondre au président français Emmanuel Macron. Des propos polémiques d'Emmanuel Macron continuent donc d'avoir écho. Le président français, on le rappelle, dénonçait une certaine ingratitude des dirigeants africains. Eh bien, ce lundi 13 janvier, le président Ibrahim Traoré a lui aussi apporté sa réplique lors d'un discours de vœux. Ibrahim Traoré assure que Macron a manqué de respect à tout un continent. Tout à l'heure, dans le cadre, justement, avant de débattre ou de commenter cette actualité, on écoutera justement le président Ibrahim Traoré dans un extrait. Mais avant cela, nous irons en République démocratique du Congo pour notre sujet d'accueil. De ce côté-là, on parle d'exécution, en tout cas peine de mort pour ceux-là qu'on appelle les Kuluna, ou alors plus en langage encore un peu plus courant, les bandits urbains, si on peut le dire ainsi. Ce sont des jeunes, effectivement, qui sont accusés de commettre de graves exactions en RDC, viol, meurtre, assassinat, entre autres. De ce côté-là, eh bien, pour essayer de faire régner la paix et lutter contre l'insécurité en République démocratique du Congo. Le gouvernement, via le ministre de la Justice, a pris une décision, pas d'exécution, peine de mort. D'ailleurs, au moins 100 Kuluna ont déjà été exécutés, une centaine sont en attente également de la même sanction, une polémique, en tout cas une décision qui divise l'opinion nationale en République démocratique du Congo et même d'ailleurs internationale. Nous également, nos invités vont s'exprimer là-dessus. Ce sera en thématique d'accueil. On prendra aussi un petit extrait justement du ministre de la Justice de la République démocratique du Congo. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu de ce matin. Bien voilà, heureuse de vous retrouver ce matin, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité. Sans plus tarder, mais très très rapidement, la présentation de notre panel. Très rapidement, Tapé Groubera, vous êtes avec nous ce matin. Bonjour. Siké, bonjour à la direction de For You Media, bonjour aux techniciens de For You Media, à vous, à vos éditeurs auditrices, à vous tous, je vous souhaite pour l'année grégorienne 2025, paix, bonheur, prospérité, protection, santé, abondance, joie. Et aussi à mes frères et mes sœurs qui feront certainement partie du panel, je sais que je ne suis pas le seul, il y a beaucoup de sachants en Afrique. À eux aussi, je traduis mes mêmes vœux et souhaits, et que cette année, comme je l'ai dit il y a quelque temps, que l'Afrique, le décollage réel de l'Afrique, pour qu'il soit à la fois le grenier et l'usine du monde, se mette en marche. Merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions. Tapé Groubera, meilleurs vœux également de votre côté. Merci infiniment. Docteur Yamtimba aussi sur ce plateau. Bonjour monsieur. Bonjour Madame Siké, bonjour Tapé Groubera, bonjour à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent ce matin. Eh bien, l'autre invité de ce matin, et spécialement qui va intervenir dans le cadre de notre thématique d'accueil, le docteur Boga Sako Gervais, justement défenseur des droits de l'homme. Merci à vous, docteur Boga, d'être avec nous ce matin. Merci, bonjour chère madame, merci à l'Afrique qui nous suit. C'est un plaisir de vous retrouver depuis que nous nous étions rencontrés en Côte d'Ivoire dernièrement. Je suis très heureux aussi de retrouver mes copanélistes, des amis de longue date. Tout ce temps que j'ai passé en exil, on était sur tous les plateaux avec vous, vous-même. Je salue tous les téléspectateurs, les auditeurs du For You Media. C'est un plaisir.
Plaisir partagé, docteur Boga-Sako Gervais. Merci infiniment. Sans plus tarder, le sujet d'accueil en République démocratique du Congo. On va planter le décor avec cet extrait du ministre de la Justice de ce pays qui explique, en tout cas, qui donne les raisons, entre autres, de cette décision. Nous ne devrions pas nous complexer de tout ce qui se passe à l'Occident. Lorsque la France lève ou supprime la peine de mort, nous aussi nous voulons supprimer. Aux abolitionnistes, aux rétentionnistes, nous sommes parfois dans des débats stériles qui ne répondent pas en réalité aux réalités socio-politico-sécuritaires du pays. Nous sommes un pays en guerre. Nous sommes un pays agressé par le Rwanda. Nous sommes un pays où nous avons des gens qui ont décidé de trahir le pays. Des gens qui ont occupé des grandes fonctions de responsabilité dans ce pays. Qui ont décidé de servir la cause de l'ennemi. Face à cela, vous ne dites pas droit de l'homme. On ne lève pas, on ne supprime pas, on n'abolit pas la peine de mort pour faire plaisir aux ONG des droits de l'homme. Mais c'est plutôt pour répondre aux impératifs de sécurité du pays. Le rôle de l'État, c'est de pouvoir garantir le minimum de sécurité possible à ses citoyens. Mais c'est cela la théorie des Léviathans, de Thomas Hobbes. Le peuple accepte de concéder sa souveraineté. Et l'obligation faite pour le souverain est de pouvoir assurer sa protection. C'est cela notre rôle. Mais si nous levons le moratoire sur la peine de mort, je ne pense pas que l'on puisse parler du recul. Recul par rapport à qui et par rapport à quoi? Aux États-Unis d'Amérique. Jusqu'à aujourd'hui, on exécute la peine de mort. Dans plusieurs États fédérés des États-Unis. Est-ce pour autant qu'il n'y a pas de droit de l'homme aux États-Unis? C'est la première puissance mondiale. C'est la première puissance mondiale. C'est le premier pays de l'Occident. Mais pourquoi, quand il s'agit de la RDC, l'on doit chercher des problèmes? Pour rien. Nous devons nous assumer en tant que peuple, régler les problèmes de nos compatriotes, suivant nos réalités. Le phénomène Kuluna, mais c'est un phénomène réel. En Haïti, pour n'avoir pas pris des mesures drastiques de répression et de dissuasion, on en est arrivé là. C'est maintenant des forces de sécurité de l'étranger qui viennent pour pouvoir assurer la sécurité en pleine capitale d'Haïti. Un mineur de 17 ans qui tue toute une famille, quel sort lui réserver? Un mineur de 17 ans. Ça veut dire qu'un enfant qui a moins de 18 ans, mais qui débarque chez vous et tue votre parent à coups de machette. Vous faites quoi de cet enfant? Et voilà, merci à la réalisation pour ce petit extrait. On a écouté donc le ministre qui donne en tout cas les raisons certainement de cette décision aujourd'hui qui divise l'opinion nationale en République démocratique du Congo. Tapé Groubera, je vais commencer par vous pour peut-être prendre votre ressenti, votre opinion en ce qui concerne cette décision qui est aujourd'hui appliquée en République démocratique du Congo. Peine de mort, c'est Kuluna, ou encore bandits urbains, comme on les appelle, qui sont donc exécutés. Tapé Groubera, votre avis, s'il vous plaît. OK, merci. Je salue au passage donc mes frères, le docteur Yamtiba et le docteur Boga-Sako, qui sont passés après moi. La question des Kuluna, c'est le même phénomène qu'il y a en Côte d'Ivoire qu'on appelle le phénomène des microbes. Oui. Je ne suis pas favorable à ce que ces jeunes-là fassent cela, mais les raisons évoquées par le ministre Constant Moutamba sont très, très légères. Parce que, oui, je voudrais je lui mets au défi de me montrer un seul rebelle qui a attenté à la vie des citoyens congolais
qui a été condamné à mort, qu'il en donne un. Est-ce qu'il en Donc, le problème est profond. C'est-à-dire, en fait, qu'on est dans une distraction. Le problème ici, ce n'est pas que nous, enfin, selon notre vision au niveau du moral, ce n'est pas que nous exemptons ces jeunes-là, mais le problème est très profond. Le premier problème que nous avons en Afrique, c'est le problème selon lequel nous sommes départis, je répète bien, départis de nos valeurs ancestrales. Je l'ai dit déjà plusieurs fois sur cette chaîne, quand vous avez des chefs d'État qui viennent jurer sur la Bible et le Coran et qui après vont faire la corruption parce qu'ils savent que ces livres n'ont aucun impact, ça pose un véritable problème. Quand nous-mêmes nous décidons de nous tourner, de donner dos à notre culture, c'est ce qui va se produire. Parce que nous sommes des gens mélangés. Aujourd'hui, nous sommes des hommes hybrides. Et en même temps qu'il est contre ce que font l'Occident, il cite Thomas Hobbes. Mais pourquoi il ne cite pas un de nos sages africains? Nous avons démissionné parce que nous avons tourné le dos à nos valeurs ancestrales traditionnelles. Sinon, dans les valeurs ancestrales traditionnelles, ces enfants-là devaient faire l'objet d'une initiation. Avant ça, l'oracle devait être dépeint et voir quels sont les problèmes. Ensuite, si nous prenons le contexte actuel, c'est-à-dire le contexte environnemental dans lequel nous vivons, puisque nous sommes dans une société capitalisée, dans laquelle nous n'étions pas avant, d'aucuns vont peut-être me reprocher le fait que oui, je veux vivre en arrière. Mais le problème, c'est que nous avons décidé de vivre une vie maintenant avec des valeurs des autres. Et donc, ce qui fait que nous sommes perdus. Ce n'est pas en tuant ces enfants qu'on va résoudre le problème des attaques en l'est de la République démocratique du Congo. Nous le disons. La première, par exemple, c'est ce qu'on appelle des contradictions secondaires. Ça, c'est la police qui règle cela. Oui. Les premières contradictions. La première contradiction, c'est que l'État congolais arrête de jouer avec l'argent, ou bien que M. Tshisekedi arrête de se promener, qu'il arme correctement l'État de, comment on appelle, l'armée congolaise, de telle sorte qu'elle soit en mesure de se faire respecter. Comme aujourd'hui, ça se fait au Burkina Faso. J'ouvre une parenthèse pour saluer l'armée burkinabé, qui, en 2 jours après les massacres qui ont eu lieu au Bénin, ont vengé le peuple béninois. C'est ça qu'on appelle la responsabilité. Donc, en voulant fuir sa responsabilité ou distraire les gens, en tuant ses enfants, ça résout quel problème en République démocratique du Congo? Aucun. Au contraire, on tourne les gens vers un autre problème pour pouvoir distraire les gens. Mais ce qui s'est dit, je l'ai dit sur vos chaînes, je pense, en 2000, le nombre de voyages qu'il fait. Ces jeunes-là, ce n'est pas en les tuant que ça va résoudre le problème. À partir du moment où vous avez un pays qui est ouvert, où effectivement toute la corruption est là, à la fois la corruption morale, et c'est la plus dangereuse. Oui. Parce que, oui, la corruption morale est plus dangereuse que la corruption financière. Si tu es convaincu que toi, ton pays là, n'a pas de valeur, ton continent n'a pas de valeur, c'est normal, tu te comportes comme tu veux. On fait circuler la drogue. Vous savez qu'en 1839, les Anglais sont allés faire la guerre aux Chinois, ce qu'on appelle la première guerre de l'opium, en 1839, parce qu'ils n'avaient rien. Les Chinois avaient des marchandises, eux ils n'avaient rien. Ils sont venus, les Chinois disent, mais voilà nos marchandises, eux disent, nous on va vous vendre l'opium, la drogue. Les Chinois disent, mais attendez, on fait quoi avec la drogue? Ils ont tellement insisté, finalement ils ont fait la guerre. Et quand ils ont battu, ils ont distribué la drogue à tous. Nous c'est comme ça. Quand on regarde les sociétés africaines lors de l'occupation de l'Afrique, qui a eu lieu, il faut toujours le rappeler, du 15 novembre 1884 au 27 février 1885, quelles sont les industries qu'on a implantées? Je pense que le docteur Yampiba va venir compléter. Ce sont les industries de brasserie. Pourquoi? Pourquoi on boit? Il y a tous ces facteurs-là qui sont là. Tous ces facteurs. Aujourd'hui, tu vas voir quelqu'un, il dit, si moi on augmente le prix de la bière, je suis dans la rue. Mais si on veut, on accorde les droits de l'homme, c'est quand ils sont fous. Pourquoi? Parce qu'on nous a avilis. Et nous avons des gens qui n'ont pas le sens de la responsabilité du leadership. Donc, M. Tshisekedi, ce que le ministre dit là, c'est de la distraction. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, il est question d'armer, de donner des armes. Je n'ai pas dit d'aller prendre quelqu'un de toi, d'acheter les armes suffisamment, suffisamment pour l'armée congolaise, pour qu'elle puisse libérer. Ensuite, le Congo est un pays qui a des valeurs et qu'on repose sur ces valeurs-là. Voilà ce qu'il faudrait. Et ces jeunes-là,
Une fois qu'on les introduit dans le système traditionnel africain, vous allez voir qu'on va trouver des solutions. Ce n'est pas en les exécutant qu'on va résoudre le problème de la République du Congo. Pour moi, c'est une fuite en avant. Voilà où je m'arrête. Merci à vous, Tapé Groubera. Une fuite en avant, une distraction. Docteur Boga Sako, je vous retrouve également. Vous êtes justement défenseur des droits de l'homme. De ce côté-là, on parle d'une violation des droits de l'homme en République démocratique du Congo à la suite de cette décision des autorités, même si elles donnent leurs raisons. Elles mettent en avant, on a écouté le ministre tout à l'heure, l'aspect sécuritaire. Alors, docteur Boga, pour vous, qu'est-ce qui se passe à travers cette décision des autorités congolaises? Vous pensez également que le problème, bien sûr, est ailleurs? Merci, chère madame. Je suis choqué. Je suis ahuri d'entendre ce que je viens d'entendre. J'avoue que je n'avais pas aussi longuement écouté le ministre Constant Matumba, mais je suis choqué. Et je m'en vais grâce à vous. D'ailleurs, même je suis convoqué, non pas invité par vous simplement, mais je suis convoqué par le ministre lui-même, le ministre congolais, qui parle de droits de l'homme. Et en fait, qui dit, on veut nous donner des leçons, on veut nous parler des droits de l'homme alors que nous avons des réalités à gérer. Je caricature un peu. Oui. Je voudrais, grâce à vous, lui apporter quelques éléments de réponse en 2 points. Oui. Le premier développement que je m'en vais faire, c'est le volet qu'il a le plus développé, le volet sociologique, le volet de la réalité que lui, il vit et qu'il ne peut pas gérer. Et ce qui l'amène donc à appliquer cette peine de mort. Et puis le deuxième volet, ça va être celui des principes des droits de l'homme. Comme il en a parlé, je voudrais humblement lui apporter un certain nombre d'éléments sur les questions des droits de l'homme. Oui. Mais tablons-nous déjà sur ce qui est sociologique, ce qui est la réalité en RD Congo. Tout à l'heure, le frère Groubira Tapé évoquait un certain nombre d'éléments. Je ne vais qu'appuyer. Vous voyez, le ministre fait une mauvaise lecture. Parce que quand il décrit le phénomène, quand il parle de ses enfants, lui, ministre de la République, il s'exempte. Il estime qu'il n'a rien à y voir, ces enfants-là sont perdus. Ce sont des fous qui viennent et qui tuent. Et donc, on va leur apporter la correction. Mais pourquoi ces enfants-là sont-ils devenus comme cela? Pourquoi ces enfants-là, vous les appelez même Kuluna? Comme chez moi, ici, on les a appelés microbes. S'il y a des microbes, s'il y a des Kuluna, mais c'est la société congolaise qui les a fabriqués. La société congolaise a fabriqué des microbes, a fabriqué des Kuluna. Mais pourquoi? Un pays qui est en guerre depuis pratiquement une vingtaine d'années au moins, le pays est déstabilisé en profondeur. Chère madame, j'ai eu à animer des conférences en Europe, notamment à Rome, sur la situation de la RD Congo entre 2011, 2012 et 2013, où nous avons accusé l'ONU d'avoir sorti des rapports, les rapports mapping sur tout ce qui s'est passé au Congo, et les rapports nous disaient qu'aujourd'hui, on est entre 8 et 10 millions de morts. Je pense que depuis lors jusqu'à aujourd'hui, le chiffre a explosé. Donc voici une société qui est déstabilisée, l'un de nos rares pays d'Afrique les plus riches, les plus nantis, mais malheureusement qui est perdu. Le paradoxe des paradoxes, plus riche et si pauvre. Mais aujourd'hui, je comprends que quelque part, c'est à cause des élites aussi. Même s'il y a à l'extérieur, même s'il y a le voisin, même s'il y a les voisins qui envient la richesse, même s'il y a les puissances étrangères, mais les fils de la RDC, quelque part, sont aussi responsables. Comme des élites. Un homme comme M. Félix, qui ce qu'il dit. Donc, toute l'Afrique a envié à son père, qui était un grand opposant. Il arrive au pouvoir, lui-même qui a fait l'Occident, il arrive, et puis tout ce qu'il trouve, c'est d'appliquer la peine de mort. Parce que, je persiste à le dire, le ministre se trompe, parce que ces enfants-là, c'est nous qui les avons fabriqués par notre incompétence, notre incapacité à résoudre la crise congolaise. On a fabriqué des Kuluna. Il faut d'abord situer le problème au niveau de la responsabilité de ces enfants-là. C'est nous qui les avons fabriqués. Quand je dis nous, c'est parce que je suis africain. Mais c'est le Congolais, c'est le peuple congolais, les élites congolaises qui ont fabriqué ces Kuluna-là. Premier élément. Deuxième élément. Mais ces enfants-là, ils agissent dans quel état? En général, que ce soit les rébellions
ou bien les crimes de cette nature, les personnes qui agissent sous un effet second, dans un état second. Généralement, c'est la drogue. Parce qu'ils sont même plus normaux quand ils font cela. Quand ils arrivent, peut-être même pour voler seulement 1000 francs, ils sont capables de doter la vie à quelqu'un. Donc la question de la drogue aussi doit être résolue. Donc vous ne réglez pas tous ces problèmes-là. Et la solution que vous trouvez, c'est carrément d'appliquer la peine de mort. Et je m'en vais terminer dans le premier chapitre sur la question de l'application de la peine de mort. La peine de mort est une sentence. C'est vrai qu'elle est basée dans le droit positif. Chaque peuple décide. Mais la peine de mort, là, elle peut exister dans votre constitution et un président censé, attaché à la vie humaine, peut ne pas y toucher. Donc je veux dire que M. Constant Matumba a fait la facilité, il a donné dans la facilité, il a pris la voie de la facilité. On ne peut pas justifier les crimes qu'on commet. Vous dites qu'ils sont criminels, mais vous qui les tuez, qui êtes-vous? Vous êtes aussi des criminels, vous êtes aussi des assassins. Sauf que vous dites que vous êtes raisonné et donc vous faites cela pour protéger. Comme l'a dit tout à l'heure, Tapé a évoqué cela. Bon, maintenant que vous les avez crucifiés, vous les avez tués, est-ce que maintenant vous avez ressuscité toutes les personnes qu'ils ont assassinées? Non, vous n'avez rien fait du tout. Vous n'avez fait qu'empirer la situation. Et le monde entier en parle. Dans mon dernier élément, parce qu'après moi, il y a un autre panéliste, dans mon dernier élément, c'est la question même du principe même de la peine de mort. Chère madame, d'abord même, je vais dire à M. Constant Matumba que la question des droits de l'homme, là, quand vous l'étudiez, vous vous rendez compte que ce n'est pas les Occidentaux qui nous l'ont imposé. Le premier texte, la première charte sur les droits de l'homme vient d'Afrique. Elle vient du peuple de Sundiata Keïta, au XIIe siècle, entre le XIIe et le XIe et le XIIe siècle, avant Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que vous allez venir nous dire, vous allez venir nous dire que, après Jésus-Christ, autant pour moi, vous n'êtes pas venu nous dire que la question des droits de l'homme est une question occidentaliste. Donc, ce sont de nous donner pas des leçons. Oui, peut-être que vous pensez court. Mais depuis l'Afrique, qui est le berceau de l'humanité, on a mis en place des garde-fous pour que la vie humaine soit sacrée. Et même quand dans la société, quelqu'un était, une sorte de paria, parce qu'il avait commis on le met en quarantaine. On n'exécute pas systématiquement en Afrique. Et donc, c'est une mauvaise lecture. Le principe des droits de l'homme et de la peine de mort, c'est que la vie humaine, non seulement elle est sacrée, mais elle est d'origine divine. Et le texte qu'il a confirmé, c'est la déclaration d'indépendance américaine du 4 juillet 1776. Dans ce texte-là, il est dit clairement, et je cite, nous tenons pour évidentes les vérités suivantes. Tous les hommes sont créés égaux. Ils sont dotés par le Créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Donc la vie humaine, elle est divine. Aucun être humain n'a le droit d'ôter la vie à autrui. Donc, vous ne pouvez pas prétexter. Et c'est pour ça que le débat divise. Il nous cite les États-Unis. Mais c'est pour ça que nous, les défenseurs des droits de l'homme, nous estimons qu'aucun pays n'a de leçon à donner à un autre. Soit. Mais la vie humaine, on peut la protéger mieux en RD Congo, comme dans mon propre pays, la Côte d'Ivoire, la peine de mort est abolie. Et en chutant, je voudrais, là, M. Matumba et le président Tshisekedi me donnent de me réjouir d'être ivoirien sur ce coup-là. Parce que chez nous aussi, on a connu des microbes. Mais on n'a pas trouvé la solution la plus facile en allant les crucifier. Le président Ouattara, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, au moins il a eu, avec les conseils des uns et des autres, il a créé des centres de rééducation, de formation, de façon à ce que ces enfants-là aient un métier. Parce que c'est quand ils sont désœuvrés qu'ils sont ce qu'ils sont. Je crois que finalement, c'est un échec de M. Matumba, mais c'est un échec du président Tshisekedi, hélas. Et j'ai dit. Un échec du ministre de la Justice en RDC, Constant Mutamba, et du président de la République de la RDC, Félix Tshisekedi. Merci à vous, Dr Boga. Je vais revenir vers vous peut-être pour 1-2 minutes pour sortir, parce que vous aurez le dernier mot sur cette actualité. Le temps de passer la parole au Dr Yamtimba également pour votre regard à la suite de cette décision des autorités. Parfois, je me pose des questions et je suis à la fois triste et heureux de savoir que ça fait près d'une décennie que j'ai dit que l'Afrique n'avait pas d'élite et les actes de paresse
d'incompétence et de cécité politique et historique des leaders africains ne font que confirmer ça. Vous avez quelqu'un de Turquois, un jeune homme, 38 ans, Oui. qui est ministre. Bon, soit. Il est ministre. Il y a des présidents plus jeunes. Traoré à 34 ans est arrivé à 34 ans, donc ce n'est pas une question d'âge. Même si certains commencent à penser que il faut mettre de plus en plus de jeunes, mais il faut mettre des jeunes qui ont de l'expérience, qui ont un fond. Quand vous entendez quelqu'un qui parle et qui se trompe sur des basiques de la pensée et qui nous ramène la pensée occidentale pour justifier des actes horribles qu'il organise dans son pays, c'est terrible. Mais le ministre de la Justice a énormément de choses à faire. Pendant que lui, il veut tuer tous les jeunes Congolais, alors que nos traditions interdisent de tuer des enfants, monsieur le ministre, à côté, ne se rend pas compte que la RDC ne perçoit que 1,6% en termes de redevance sur l'exploitation des mines du Congo, c'est-à-dire celle qui est formelle, contrôlée par l'État. 1,6%. Je vous prends pour exemple le fait que la GECAMINE et ses partenaires ont fait 35 milliards de dollars en 2021. Le RD Congo a perçu 1,6%. Donc le ministre a des choses beaucoup plus importantes à faire qui vont donc permettre de régler le fameux problème auquel il est confronté, parce que ce problème, c'est une conséquence. C'est-à-dire que les Africains ont cette affaire incroyable, qu'ils s'intéressent aux conséquences et laissent les causes. Mais quelle est la cause de la présence de ces jeunes gens dans les rues ? La question est tellement simple, basique, que vous vous demandez, mais comment il a fait pour arriver à cette décision bizarre qu'il vient de prendre ? Mais la cause fondamentale, c'est que le pays est pillé. Et que ces jeunes gens sont désœuvrés. Que ces jeunes gens n'ont aucune éducation. Que ces jeunes gens n'ont aucune perspective d'avenir. Pendant que les gens font 35 milliards de dollars et vous reversent à un peu moins de 400 millions de dollars, c'est pas très différent de ce qui se passait au Niger. C'est exactement la même situation. C'est-à-dire que les Français ramassent l'uranium, font 6 milliards de dollars et reversent 150 millions font 6 milliards d'euros et reversent 150 millions d'euros aux Nigériens. Là-bas, on fait 35 milliards et on reverse 400 millions aux Congolais. 35 milliards de dollars, on reverse 400 millions. Donc, en fait, vous demandez, mais quel est le problème des Africains qui disent diriger le continent? Si on applique ma théorie foncière au Congo, les 35 milliards, on n'exigerait que 20% que les Congolais passent leur terre, qu'ils aient 20% du capital. Ça veut dire qu'on s'arrangerait à ce que les Congolais puissent percevoir un chiffre d'affaires de 7 milliards et demi. C'est la moitié du budget du Congo. 7 milliards et demi. Le budget du Congo 2024, c'est la moitié. Si ces gens avaient 7 milliards et demi de dollars, vous avez le sentiment qu'il y aurait les Koulouna. Ils enverraient leurs enfants à l'école. Ils construiraient des usines pour employer leurs enfants. C'est-à-dire que vous avez le boulevard qui vous montre comment on règle ce genre de problème. Et un type s'enferme dans le fait qu'il veut tuer les gens. En réalité, c'est ça, le genre de leader que les Occidentaux aiment en Afrique. Un type qui va dire « Je vais écraser tout le monde. Messieurs, vous devez faire les choses comme ça. » Mais qui ne vous dit jamais ce que vous allez manger le soir. Quand il aura tué tous les Koulouna là, qu'est-ce qu'il va mettre sur la table des Quinois ou des Congolais de manière générale? Ça apporte la nourriture sur la table des gens du Congo? En fait, et puis, nous avons parlé, je crois, vous vous souvenez d'une émission sur le fameux corridor qu'on construit au sud du Congo, au nord de l'Angola, là, au sud. Est-ce que le type a un contrôle dessus? En tant que ministre de la Justice, il aurait dû aider le Congo à avoir un meilleur contrat. Il ne fait pas son travail. Il est là, il raconte une longue histoire, il faut tuer les gens. C'est ça la solution, tuer les gens. Quand vous aurez donc décimé, supposons que ces gars-là représentent 1% de la population de Kinshasa qui est de 20 millions d'habitants. 1%. Donc on va dire que ça va représenter 200 000 jeunes gens, disons même dans tout le Congo. Quand vous aurez tué 200 000 jeunes gens congolais qui ont tous moins de 25 ans,
Vous allez construire le Congo avec qui? Avec les singes et les pentades? Mais en fait, on ne comprend pas. Les gens n'ont aucune densité, aucune vision politique sérieuse. Ils occupent des postes. Comment ils arrivent là, vous ne savez pas. Et vous avez tout un ministre de la Justice qui ne peut pas comprendre que le problème, qu'il s'attaque aux conséquences et qu'il faut s'attaquer aux causes, et que les problèmes de droits de l'homme ont toujours une cause économique. Alors, lui qui cite si bien les États-Unis, c'est vraiment ça le modèle de pays qu'il veut avoir, un pays dans lequel on a des milliardaires et les gens meurent dans les... Voici l'hiver, ils sont en train de mourir dans la rue. C'est ça le modèle de monsieur, je ne sais pas comment on l'appelle déjà là. Mutomba. C'est ça son modèle? Être au Congo, que les gens meurent dans la rue, pendant que d'autres sont des grands milliardaires. D'ailleurs, il semble être dans ces... Puisqu'ils ne voient pas les gens qui font des dizaines de milliards de dollars et qui reversent 1,6% à l'État du Congo. Nous devons faire très attention et lier cette affaire. Merci pour le rappel que Tapé Goubert a fait. Lier cette affaire à la guerre à l'est du Congo, mais c'est quand même quelque chose de désolant. Il ne faut pas faire ce genre de choses. Ce qui se passe à l'est du Congo, en grande partie, est lié à l'histoire du Congo. Le père du président actuel n'était pas un modèle pour le Congo. Faut pas que les gens oublient l'histoire. Lumumba allait bien chercher quels sont les gens qui ont trahi l'indépendance du Congo, telle que Lumumba l'avait conquise. Et donc, vous les avez aujourd'hui qui sont revenus, qui sont là au pouvoir à travers leurs enfants. Ce qui veut dire que quand vous regardez tous ces gens qui sont arrivés, qui sont au pouvoir là actuellement, leur préoccupation, ce n'est pas clairement l'indépendance du Congo, la souveraineté du Congo. Leur préoccupation est ailleurs. Il y a des gens qui les embêtent là, on va les décimer. Non. Il y a des gens qui ont des problèmes, vous trouvez les solutions aux problèmes parce que le pays s'est arrangé à ce que vous n'ayez aucune difficulté, aucun souci, vous avez les conditions de travail optimales. Creusez un peu votre mémoire, donnez un peu plus de votre temps à votre pays et arrêtez de dire on va tuer tout le monde. Quand vous aurez tué tout le monde, faites quoi? Ces gens-là, c'est une force de production. Est-ce que le ministre ne pouvait pas penser que on pouvait créer un programme de redressement de ces jeunes qui devaient donc aller faire des champs? C'est 2,5 millions de kilomètres carrés le Congo, qui importe à manger 2,5 millions de kilomètres carrés de forêt. Donc vous prenez ces gars-là, vous les encadrez par l'armée, ils vont faire les champs, ils vont faire de l'élevage. Ce que vous trouvez comme solution, c'est de les exécuter. Quand vous les aurez exécutés, leur famille, vous aurez apporté vraiment la sécurité, mais le monde vit avec ce genre de pétrole depuis une éternité. Les pays comme la Chine font comment? Lui, il voit seulement les États-Unis. Les pays comme la Chine font comment? On arrête tous ces gens-là, on les met dans des camps et ils produisent de la nourriture, ils construisent des routes. Bon, enfin, il y a des moments où vous vous demandez qu'est-ce qui se passe en Afrique. Mais c'est ça qui rend pertinent 2-3 choses. La première, l'Afrique n'a pas d'élite. Donc, il faut construire une élite panafricaniste. Voilà pourquoi nous avons lancé le programme 10 000 dirigeants panafricanistes. Et la deuxième, c'est qu'il faut que tous les Africains, tous ceux qui sont dans la politique et tous ceux qui sont dans le domaine de la défense des droits de l'homme, qu'ils comprennent que les droits de l'homme ne sont qu'une conséquence. Le fondement de la société n'est pas politique. Le fondement de la société est économique. Et la démocratie qui permet à la société d'avoir la paix, c'est la démocratie économique, ce n'est pas la démocratie électorale. Et donc, du coup, quand un ministre, quel que soit son portefeuille, qui pense qu'il veut régler un problème dans un pays, qu'il regarde d'abord les problèmes économiques. Et quand on est ministre de la Justice, il faut regarder la constitution du pays, les contrats que le pays signe et la façon dont les ressources sont gérées, qu'est-ce qui encadre tout ça. Qui vont permettre justement d'améliorer cette situation. Exactement, parce que un simple contrat dans lequel vous percevez 1,6% de redevance, mais ne vous donnera jamais les moyens de construire votre pays. Mais si la population a 20%, l'État a 15%, au moins. Ou alors, si vous partez du fait que c'est vos terres et vous devez avoir 51%, vous construisez votre pays. 51% de 35 milliards de dollars, madame, c'est qu'est-ce combien? Mais alors, c'est presque 18 milliards de dollars. C'est supérieur au budget du Congo. Donc, enfin, c'est ça le fond du problème. Et la grande difficulté que nous avons en Afrique, c'est justement qu'on se projette sur le plan économique.
Merci à vous, docteur Yom Timba. Pour fermer et sortir de notre sujet d'accueil, ce sera avec vous, docteur Boga Sako, avant de nous laisser sur ce plateau. Peut-être votre dernier mot, des propositions quand même face à ce type de situation. Vous avez d'ailleurs, vous l'avez rappelé, en Côte d'Ivoire aussi, il y a ce phénomène, on les appelle les microbes. Également, au Cameroun, aussi, il y a aussi ce phénomène. Et justement, cette situation en RDC étend le débat. D'aucuns estiment que pour résoudre ce problème, il faudrait peut-être suivre la voie de la République démocratique du Congo. Mais au regard de ces arguments, est-ce la solution? En tout cas, des propositions, docteur Boga. Merci beaucoup, chère madame. Vous voyez bien que tout le monde entier, pour ne pas exagérer, est en émoi devant ce que la RDC nous présente. Oui. Et puis aujourd'hui, je me dis, mais ce pays qui nous interpellait, qui nous faisait mal, qui nous faisait pitié, parce qu'on ne trouve même plus d'occasion. Regardez ce que font les dirigeants. Et donc, je ne veux pas revenir encore sur la critique, parce que vous me demandez des esquisses, des solutions, mais tout à l'heure, mon prédécesseur a commencé à donner des éléments de réponse. Oui. Même en Côte d'Ivoire, j'ai cité mon pays où le monsieur, il a vu, parce que tout le monde a les regards sur notre pays. Parce qu'on a analysé le phénomène des microbes et on se disait, mais qui était derrière, comment ça fonctionnait? Et on a beaucoup accusé les autorités de notre pays de les utiliser, de les envoyer en mission. Il y a certaines autorités étatiques qui étaient soupçonnés d'être derrière, etc. Et tout ça, je pense que ça a eu des réponses positives sur les autorités qui ont pris le problème à bras-le-corps, ont construit des centres de formation, de rééducation, etc. Et donc, moi, je pense, comme mon prédécesseur a donné, par exemple, cet exemple-là, mais c'est une force de production. On peut les utiliser, on peut les exploiter. Comme vous voulez tuer, on vous envoie très loin. Dans un territoire bien réservé, on vous demande de défricher, de planter, de nourrir ce que vous avez tué, et puis en étant en plus... Parce que le problème, c'est quoi en Afrique en général? On dit les personnes libres, les personnes qui sont dehors, elles-mêmes, elles ne trouvent pas à manger. Quel temps avons-nous de nous occuper des prisonniers? Et en Afrique, quand on dit que vous allez en prison, c'est comme si on vous avait jeté à la mort. Oui. Parce qu'en matière de droits de l'homme, même le prisonnier, il a le droit à la santé, il a le droit à l'éducation, il a le droit de respirer, il a le droit de vivre, etc. Or, ceux qui sont dehors même, ils n'arrivent pas à avoir toutes ces commodités-là. Et je me rappelle même en étudiant la question de l'Europe, en Occident, il y en a même qui sont dans la rue, les sans domicile fixe, là, les SDF, ils préfèrent même aller en prison en hiver. Parce qu'en prison, ils ont le chauffage, ils ont la nourriture, ils ont la prise en charge en quelque sorte. Donc ils commettent des petits délits pour aller en prison. En Afrique, on n'a pas ce luxe. On se dit que ceux qui sont déjà dehors ont tellement de problèmes avec la vie chère, donc on ne peut pas se permettre de s'occuper des prisonniers. Mais parce qu'il nous manque l'intelligence d'exploiter, d'utiliser les prisonniers. Et surtout ces jeunes qui ont commis de grands crimes, puisque notre responsabilité est engagée en tant que société, et surtout pour ceux qui sont au pouvoir en tant que dirigeants, mais il faut les utiliser pour qu'ils puissent être productifs pour la société. J'ai eu beaucoup de plaisir à parler à cette émission parce que c'est un problème qui nous tient à cœur. Si vous voyez que le monde entier est en émoi, et en terminant vraiment, il paraît qu'on est à 100 qui ont été exécutés. Je prie le président de la République, de la RDC, je prie ce ministre de la justice, de revoir leur politique, de ne pas exposer la RDC qui a déjà trop de problèmes, qu'ils trouvent le moyen d'utiliser les 100 autres et tous ceux qu'ils voulaient encore assassiner, crucifier, qu'ils trouvent mieux à faire. S'ils veulent qu'ils appliquent notre solution, ils vont voir qu'on rend plus service à la RDC que lui, sa solution qu'il trouve. Parce que sinon, en allant dans ce sens-là, ce n'est pas seulement 200 qu'ils vont tuer. Peut-être ce sont des milliers et des dizaines de milliers. Alors qu'ils fassent très attention parce que c'est trop facile. Et l'échec vraiment de ce pouvoir, malheureusement, est patent dans cette affaire. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci et bon vent encore une fois à For You TV.
Merci à vous, docteur Boga Sako. Merci infiniment d'avoir partagé ces minutes avec nous ce matin. On rappelle que vous êtes également, vous êtes défenseur des droits de l'homme, président fondateur de la Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie pacifique, FIDOP. Merci infiniment, docteur Boga, et très très bonne matinée. Alors on revient sur le plateau, chers téléspectateurs, la petite transition pour ouvrir le sujet autour du Burkina Faso. Le président burkinabé Ibrahim Traoré estime que Emmanuel Macron, le président français, a insulté tous les Africains. Alors, pour ne pas en dire plus, on va prendre l'extrait justement qui va nous permettre de commenter cette actualité, cette sortie du capitaine Ibrahim Traoré qui répond bien sûr à Emmanuel Macron. Je vous souhaite très bonne et heureuse année 2025. À travers vous donc à tout le personnel travaillant à l'institution présidente du Faso. Je souhaite que 2025 soit une année pleine de santé pour vous, votre famille et vos proches, pour que vous puissiez donner le maximum de vous-même dans le travail pour le bonheur de notre peuple. Que 2025 soit une année où vous verrez tous vos projets donc couronnés de succès, de prospérité et surtout que tout au long de l'année, que Dieu guide donc notre action, nous protège et veille sur nous. Je souhaite aussi rappeler à tout un chacun que la lutte contre l'impérialisme doit être donc intégrée dans nos gènes maintenant. Ça doit être une lutte qui se mène de façon implacable et tous les jours. Parce que beaucoup de gens n'ont pas compris ce que c'est que cette lutte jusque-là. Nos vaillantes forces combattantes sont sur le terrain. Ils mènent le combat contre les valets manipulés, ces criminels qui écument nos campagnes tous les jours et tiennent bon pour amener la paix dans notre cher Faso. Autant ils le font, nos masses populaires laborieuses, que sont les agriculteurs, les éleveurs, se battent aussi également pour qu'on puisse atteindre l'autosuffisance alimentaire à travers donc l'accompagnement de tous les techniciens du ministère de l'Agriculture. C'est très important. Et autant qu'eux aussi se battent dans l'administration, nous devrons nous battre pour changer de mentalité. Cette décolonisation mentale, c'est la partie la plus difficile. Et c'est pour ça que nous tenons à vous rappeler constamment qu'il faut changer de mentalité, revenir à nos sources et nous battre. Et c'est ça aussi le combat contre l'impérialisme. Toutes les occasions nous sont offertes pour pouvoir comprendre l'impérialisme, ses manifestations. Quand je prends dernièrement les propos d'Emmanuel Macron sur l'Afrique, eh bien, tout Africain conscient devrait donc comprendre très vite tout ce qu'il a pu nous dire et qu'est-ce que ça signifie. Le général Tchani a dit il n'y a pas longtemps du changement donc de tactique ou de stratégie des forces françaises en Afrique, et je pense qu'il est venu le confirmer. Il s'agit de dissoudre et de garder un dispositif socle. Et Emmanuel Macron l'a si bien dit qu'on ne peut que le remercier pour cette sincérité. Même si certains ont voulu mettre la poudre aux yeux de leur population, mais la réalité finit par rattraper aussi. Ils ne partiront pas de certains pays. Ils ont juste dissous le dispositif. Vous ne les verrez plus dans des bases, mais dans les ambassades, ils seront là. Ils vont constituer des sociétés de sécurité pour sécuriser leurs sociétés qui existent dans ces pays-là. Mais les soldats seront là. Mais vous ne les verrez plus en tenue ou rassemblés dans des bases. C'est tout ce que ça veut dire. Ils vont se réorganiser, mais seront là. Il a parlé de politesse vis-à-vis de certains chefs d'État en leur donnant la primauté d'annoncer donc la rupture ou le départ des forces françaises. Ça nous importe peu, on peut dire. Mais tout ce que nous savons, c'est que si vous voulez une rupture avec ces forces impérialistes, c'est simple, on dénonce les accords. Tout commence par là-bas. Et je pense que l'exemple du Tchad, en tout cas, est palpable. Ils ont commencé par dénoncer les accords.
Sinon, si on ne dénonce pas les accords, juste dire que les bases quittent, on n'a rien fait. Parce que le problème se trouve dans les accords coloniaux de défense qui ont été signés depuis l'indépendance. Le plus dangereux n'est pas ceux-là que vous voyez dans les bases. Le plus dangereux, ce sont les conseillers militaires. Les conseillers militaires existent dans tous ces pays. Ils ont existé au Burkina aussi jusqu'en fin 2022, jusqu'à ce que nous prenions nos responsabilités. Et qui sont ces conseillers militaires? C'est ceux-là qui sont censés mettre en pratique la politique de la France ici. Ils doivent travailler à rendre nos armées très faibles pour que la France puisse toujours avoir l'argument d'exister ici. Sous Blaise Compaoré, ils avaient réussi. Nos sentinelles prenaient donc la garde avec des bâtons. C'est ça que la France veut de nos armées. Lorsque nous arrivons à cette étape, nous n'avons pas le choix que de vouloir qu'ils viennent s'installer. Mais l'armée burkinabé a réussi à un moment donné à se débarrasser des conseillers militaires. Malheureusement, je pense qu'en 2019, après l'opération Otapuano, où ces Français ont vu que l'armée burkinabé avait encore une capacité de réagir au terrorisme, ils ont appelé les chefs d'état-major en France, ils l'ont instruit de reprendre les conseillers militaires dans toute la structure. Eh bien, il n'a pas accepté, mais au retour au pays, les politiques l'ont instruit d'accepter les conseillers militaires. Et c'est là que les conseillers militaires sont revenus dans l'armée burkinabé en 2019. Avec toutes les conséquences qu'on connaît, l'armée était en train de disparaître dans les années 2020-2021. Et d'ailleurs, c'est le moment où beaucoup de militaires ont dû déserter parce qu'il n'y avait plus d'espoir. On était en train de s'effondrer. Voilà un peu comment ils travaillent. À l'état-major général des armées, dans tous les états-majors d'armée, dans les écoles, c'est eux qui sont censés dicter la politique de notre armée. C'est eux qui nous disent combien recruter, quand recruter et qu'est-ce qu'il faut en faire. Ils sont dans les écoles pour nous dire comment il faut les former et ainsi de suite. Tant que ces conseillers militaires sont là, vous n'êtes pas indépendant. Votre armée aura juste l'apparence d'une armée qui sera là en train de faire des parades, du cirque. Mais lorsque viendra la guerre, vous vous rendrez compte que la parade, c'est une chose, mais la guerre, c'est une autre chose. Il faut rompre les accords. C'est la seule façon d'avoir une armée indépendante et se construire, être fort. Mais beaucoup de gens ne le comprennent pas peut-être. Et même avec ces accords, la France choisit dans nos États des élèves officiers pour aller les former. C'est à travers ces mêmes accords. Mais en réalité, ces officiers qui partent se former pour la plupart, pour la France, ils viennent pour servir l'État français dans leur pays. Ils ne viennent pas pour servir nos pays. Ils les forment pour qu'ils viennent servir les intérêts de l'État français. J'en veux pour preuve. Lorsque nous nous sommes révoltés, beaucoup d'officiers au Burkina qui ont été formés en France ont été immédiatement contactés pour leur dire que c'est le moment de se mettre en action parce que vous avez été formés pour ça, pour servir les intérêts de la France. La plupart de ces officiers nous ont rendu compte, nous avons pris acte et nous continuons de suivre. Lorsque un officier formé en France arrive dans son pays et par malheur meurt soit par accident ou bien sur le champ de bataille, en France, il y a une nuit d'hommage aux morts dans l'armée, comme partout ailleurs. À la nuit d'hommage aux morts, on cite le nom de l'officier en question et on dit « mort pour la France ». Il ne le forme pas pour servir son pays, il le forme pour servir leur État. Et dans beaucoup d'États africains, il y en a plein de ces officiers. Combien sont patriotes, Dieu le sait. C'est une leçon que Emmanuel Macron a donnée encore aux chefs d'État africains, de se rattraper et de pouvoir vraiment mener cette lutte contre l'impérialisme. Mais en plus de ça, il a aussi insulté tous les Africains dans ses propos. Il y a une partie qui a retenu mon attention, là où il parlait d'ingratitude. Et que l'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains. Lui, il est humain, notre ingratitude n'est pas transmissible à lui. Voilà comment ce monsieur voit l'Afrique, voit les Africains. Nous ne sommes pas des humains à ses yeux. Peut-être que c'est lui qui n'est pas humain, il ne se met pas dans la classe des humains. Mais s'il y a bien un ingrat, c'est bien lui. Je pense que s'il n'est pas athée et qu'il prie, à chaque matin qu'il se réveille et qu'il prie, il devrait aussi prier les Africains. Parce que c'est grâce à nos ancêtres qu'il existe aujourd'hui une France.
il devra nous prier. À ses yeux, nous ne devons pas être des humains, nous sommes plus que des humains. Ce sont des messages très forts qu'il passe. Moi, je pleure le peuple français. Mais quand même, il est bien pour l'Afrique. Il est un mal nécessaire pour nous. Ceux qui veulent se réveiller, se réveillent. Ceux qui ne veulent pas se réveiller, comme on le dit, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui ne dort pas. Les Africains doivent se réveiller. Nous devons travailler à être indépendants, à faire au moins ce que nos peuples connaissent le bonheur. Et la lutte contre l'impérialisme, c'est ça. Il faut décoloniser les mentalités, prendre en compte toutes ces données-là, parce que le monde nous donne tellement d'exemples à voir. Pour eux, il n'y a pas de morale. Ils peuvent vous désigner aujourd'hui terroriste, mais demain, vous êtes un héros, par leur simple bouche. Ils décident de ce qu'ils font. Ils parlent de démocratie, mais ils se font eux-mêmes des coups d'État constitutionnels entre eux. Ils parlent des droits de l'homme, mais ils déciment des populations ailleurs. L'Africain doit se réveiller, l'Afrique doit se réveiller. Et le combat contre l'impérialisme est permanent. Et je vous invite à incorporer ce combat, à travailler en sorte que nous soyons réellement indépendants, que nous soyons autosuffisants et que nous puissions nous développer, connaître le bonheur, ce à quoi notre peuple aspire. Merci, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et une très bonne année. Et que, à la fin de cette année 2025, en faisant la rétrospective, nous devrons nous dire que nous avons apporté un grand plus à notre nation. Merci beaucoup à tous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu protège notre chère patrie. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Voilà, merci à la réalisation pour cet extrait. C'était donc lors du discours de vœux du président Ibrahim Traoré. C'était lundi, ce lundi 13 janvier, donc hier 2025. Tapé Grobera, je vous retrouve pour ouvrir ce sujet. Monsieur Traoré est revenu, en tout cas il y a eu beaucoup de déclarations fortes dans son discours lorsqu'il répond justement au président français Emmanuel Macron. En gros, il estime que le président Emmanuel Macron est un mal nécessaire justement pour l'Afrique. Il pense également que le président français a insulté non toute l'Afrique, d'ailleurs, toutes les populations africaines. Mais Ibrahim Traoré estime aussi que pour se débarrasser justement de cet impérialisme occidental, il faut commencer par dénoncer les accords, les discours pour remettre en question, du moins les discours, juste dire que les bases militaires entre autres doivent partir, comme on a vu dans certains pays, ne sont peut-être pas suffisants, il faut aller un peu plus loin. En gros, M. Traoré est revenu en tout cas dans son discours pour mettre en garde non seulement les populations, les peuples africains, mais aussi certainement ses homologues, peut-être pour les appeler à aller encore un peu plus loin dans cette lutte contre l'impérialisme occidental. Commencer par la dernière par laquelle il a commencé, je pense, les accords, et c'est tout à fait normal, ce qu'il dit, et c'est tout à fait réel. Pour ceux qui doutent, je leur demande maintenant, je ne dis pas après, d'aller sur Internet et de télécharger le document du 16 juillet 2014, signé entre les autorités, je ne vais même pas parler de l'autorité française, entre le président à l'époque de la transition, le général Bandao, c'est-à-dire qui était président du Mali, et puis le ministre des Affaires étrangères, Jean-Luc Le Drian. Je vais donc lire, si vous permettez, quelques articles pour que les gens comprennent de quoi il s'agit. Oui. Nous avons l'article 15. On dit les infractions commises par un membre du personnel de l'État d'origine, c'est-à-dire on parle ici de la France, ainsi que par les personnes à charge relèvent de la compétence des dirigeants de l'État d'accueil, sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 2 du présent article. Donc, si nous allons sur le paragraphe 2, permettez que je le lise pour que les gens le voient, de l'article 2, je vais rapidement, l'article 2, je l'avais tout à l'heure. Donc, dans ce paragraphe-là, on dit dans les perspectives de la constitution de la force africaine en attente, les partis peuvent décider d'un commun accord d'associer les contingents nationaux d'autres pays africains
à certaines activités initiées dans le cadre du présent traité en concertation avec les organisations régionales concernées. Donc ici, quand vous voyez en réalité l'Union européenne, les États membres peuvent être invités par les partis. Donc, plus tard, je n'ai pas le temps de lire tout ça, mais par la suite, en fait, ce qui se passe, c'est que comme les pays africains, entre griffes, sont demandeurs, c'est la juridiction du pays d'origine, c'est-à-dire la France, qui doit juger, comment on appelle, la personne, le Français qui a commis une infraction au Mali. Je prends le cas concret du Mali. On peut, je dis, on n'a pas le temps ici comment on appelle, d'épiloguer ou bien de disséquer cet accord-là. Je recommande aux uns et aux autres. Ça a été conclu le 16 juillet 2014. Vous allez voir. Donc, c'est un élément très important. Mais il n'est pas le seul en ce qui concerne cette immixtion des puissances occidentales dans la vie des Africains. Parce que je ne connais pas une seule armée africaine qui soit sur le territoire européen. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Et dans les dispositions dont on parle, je dis, je reviens comme ça, on demande à ce que, dans l'accord, c'est signé que les deux pays autorisent l'un et l'autre à pouvoir avoir accès comment on appelle, au trajet aérien et tout ça. Vous pensez que le Mali, les militaires maliens ont le temps d'envoyer leur avion en France? Jamais, jamais et jamais. Qu'est-ce qu'ils vont aller faire là? Au contraire, donc c'est un accord qui est dirigé dans le sens des pays d'origine, comme on les appelle, la France. Voilà donc, entre autres, ce qu'il y a et dont ils parlent. Et tant que ces accords sont maintenus, vous allez avoir des gens qui seront là pour véritablement, soi-disant, guider la politique. Et nous avons le gros problème, je vais commencer par là, je vais ouvrir un peu cette parenthèse. L'Afrique n'a plus de secret vis-à-vis des Occidentaux. Quand nous prenons, je m'excuse pour ceux qui vont être choqués, quand nous prenons la question même de notre spiritualité, soit nous sommes chrétiens ou musulmans, et nous ne sommes pas les chefs. On ne va jamais prendre un Africain. C'est vrai que dans le temps, en ce qui concerne l'Église catholique romaine, les premiers, il y a eu des chefs, quand même des papes africains, mais après que tel que ça a été organisé, on ne mettra jamais un chef africain là. Donc c'est lui qui détient le monopole. Comme au niveau de l'islam, puisque la bataille c'est entre les sunnites et les chiites, les Africains sont balbottés entre eux. Donc tout ça vient de l'extérieur. Quand nous rentrons dans les loges maçonniques, ce sont eux qui sont les chefs. Nous, ils sont tellement intelligents qu'ils vont créer les loges dans nos propres pays où on nous met nous-mêmes à la tête. C'est-à-dire que nous sommes une loge qui dépend des loges en France, qui elle-même dépend des loges internationales occidentales. Et puis quand on prend la question des armées, on prend nos militaires, je suis content que le président Traoré l'ait dit, c'est comme ça, on prend plutôt ceux qui sont habilités certainement à diriger et on les forme. Et qu'est-ce qu'on fait? On associe généralement à comment on appelle, le gradé de l'armée, qui allait faire ses formations en Saint-Cyr, on lui associe un Européen qui devient son ami. L'exemple, c'est en Côte d'Ivoire, paix à son nom, le général Guéhi. Son gars, c'était le général, je crois, Jeannot Lacour, je ne sais pas où c'est Lacour, bien je dis bien. Pour ceux qui ont suivi cet événement-là, lorsque la situation s'est passée, c'est le premier qui a appelé paix à son nom, le général Guéhi. Et le général Guéhi l'a rassuré que ce n'était pas contre les intérêts français. Voilà comment lui, il a rassuré les autorités françaises de ne pas intervenir. Donc, c'est comme ça. Ça dit qu'il y a toujours un Africain, un officier africain est associé à un binôme qui donne l'impression d'être son ami, alors que c'est un gars des renseignements généraux au service de, comment on appelle, de l'Occident. Or, je le dis, nous avons, attendez, on a vécu 100 millions, j'ai dit bien, je n'ai pas dit, non, 100 000 ans, pardon, pas que je dis. L'humanité a vécu 100 000 ans sur le territoire africain, tant qu'il y a quelqu'un en dehors de l'Afrique. 100 000 ans. C'est après ça, nos ancêtres, on ne sait pas les raisons, certainement pour plusieurs facteurs, sont sortis pour aller peupler d'autres continents. Mais vous pensez que pendant ces 100 000 ans, on n'était pas capable de résoudre les problèmes économiques, les problèmes, je veux dire, de nos réalités sociales? Et bien sûr, 100 000 ans. Avant 100 000 ans, il n'y a aucun être humain en dehors de l'Afrique. Tout le monde était ici. Alors que nous, on parle de 2000. Quand on prend l'ordre d'Ishango, même si on est gentil, on dit 20 000 ans. Il y a 20 000 ans.
20 000 ans que l'ordre du Shango existe. Vous imaginez 20 000 ans. Dans 20 000 ans, vous avez 2000, il y a 18 000 ans. Nous, on avait commencé à faire les mathématiques en Afrique. Si vous descendez alors plus grand et que vous allez faire l'os de Lubombo, ou bien les pierres de Lubombo, pardon, les pierres de Lubombo datent de 77 000 ans. On a commencé ce qu'on appelle le pavage au niveau de l'arithmétique. On a construit les premiers, ça dit nos ancêtres ont dessiné des triangles, qu'ils ont collé ça sur une pierre, et ils ont pavé ça, ils ont recouvert. Or là, c'est du génie. Parce que le pavage avec tout le monde, vous voyez votre maison, on pave généralement avec des carreaux, qui sont des carrés. Mais nos ancêtres, sur une pierre, ont réussi à mettre des triangles. Vous pouvez chercher l'œil de Lubombo, la pierre de Blombos, pardon. Donc, on a des ressources, on a des manières de le faire. Quand on dit le roi Béhanzin a réussi à vaincre contre Tots, mais bien évidemment, je rappelle à toute fin utile que c'est vrai que sur le plan de la technologie, ils sont en avance, mais, je dis bien mais, sur le plan civilisationnel, nous sommes en avance, parce que l'Europe n'a pas de civilisation. Et je vais le démontrer, d'ailleurs, je le démontre dans mon prochain livre qui va apparaître, de l'origine africaine des mathématiques, qui va sortir certainement dans 1 ou 2 mois. Vous allez voir ça. Mais je vais revenir, pourquoi? Parce que ça me permet de tomber sur le dernier aspect qui est, comment on appelle, l'insulte que M. Macron a fait. Et ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois, et je voudrais ici, si vous permettez, je vais chercher un peu mes notes, vous rappeler que ce n'est pas la première fois que ce petit voyou qui s'est accouplé avec sa grand-mère, avec une grand-mère, il le fait. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, lorsqu'il a été interrogé le 8 juillet 2017 à Cologne sur la question des plans Marshall, voilà ce qu'il dit. Il dit, il y a eu plusieurs enveloppes qui ont été données. Ça fait des décennies qu'on vous promet des plans Marshall pour l'Afrique et qu'on les a d'ailleurs décidés et faits. Donc, si c'était aussi simple, vous l'aurez constaté, le plan Marshall, c'était, en ce qui concerne, il dit pour la France, pour l'Europe, le plan Marshall, c'était un plan de reconstruction matérielle dans les pays qui avaient leur équilibre, leurs frontières, leur stabilité. Donc, on a pu appliquer le plan Marshall dans les pays européens, notamment en France, parce qu'il dit qu'ils avaient leur équilibre, c'était leurs frontières et leur stabilité. Maintenant, écoutez ce qu'il dit pour l'Afrique. Il dit le défi d'Afrique, il est différent. Il est beaucoup plus profond. Il est civilisationnel aujourd'hui. Civilisationnel aujourd'hui. Je parle du 8 juillet 2017. Après, il a parlé des femmes, puisque dans cet élément-là, il a dit le problème de l'Afrique, ce sont les États faillis, les transitions démocratiques complexes et la transition démographique. Et après, il a parlé des 7 femmes qu'on a. Et comme les gens voulaient avoir notre attention, on a plutôt mis notre accent sur les 7 femmes, enfin, les 7 enfants des femmes. Mais quand il parle d'un défi civilisationnel, c'est-à-dire que on ne peut pas, nous, régler notre problème parce que nous, là, on a un problème. C'est-à-dire que sur le plan mental, on n'est pas capable de nous appliquer ce qui en est. Or, je rappelle à toute fin utile, je l'ai développé dans mon premier ouvrage. Hein? Vous, pour ceux qui veulent voir, on a donné 13 milliards. Lorsque le plan Marshall a été fait, d'abord, on a donné 13 milliards aux pays européens, dont 11 étaient des dons. 11 étaient des dons. Je vais donc, alors donc ça dit qu'il y a du mensonge, par exemple, dans la construction de cet élément-là. Je ne vais pas tellement le développer. Quand Haïti a été indépendant, après la bataille de Vertières qui a eu lieu du 18 au 19 novembre 1803, en 1826, la France dit qu'elle ne reconnaît pas Haïti tant qu'Haïti ne paye pas une dette dont l'équivalent est près de 21 milliards aujourd'hui de dollars. Haïti était obligé depuis 1826 jusqu'en 1911 de payer une dette de rançon. Ça dit, je te frappe, mais tu dis, je dois payer encore parce que je t'ai frappé. Non, M. Macron, il est, comme je l'ai dit, il a cette habitude. Et il n'est pas le seul, la plupart du temps, il n'est pas le seul à insulter l'Afrique. Donc, je suis content de la réaction du président Traoré, qui lui donne une leçon. Dans mon dernier ouvrage, excusez-moi que je parle de ça, j'ai parlé des trahisons de Charles de Gaulle. Charles de Gaulle on lui a arraché sa nationalité française, lui, sa femme et ses enfants. C'est marqué dans mon document.
Le mercredi 24 juillet 1840, Charles de Gaulle, sa femme et ses enfants ont été déchus de leur nationalité française à la suite comment on appelle, comment on pourrait le mot, mais c'est un tribunal français qui l'a fait. Donc, ce qui veut dire que si Hitler avait gagné, Charles de Gaulle n'aurait jamais pu avoir la possibilité de mettre son pied sur son territoire. Les derniers soldats français, les derniers soldats qui étaient près de Hitler, il faut parler de ce qu'on appelle la LVF, la Légion volontaire française. Je reprends. Les derniers soldats près de Hitler à combattre Hitler, c'est les Français, ceux qui sont partis de la LVF, la Légion volontaire française. Dans mon livre, je développe tout ça. Je ne demande pas aux gens de le payer, mais s'ils veulent, ils peuvent le consulter. On peut parler de traîtrise, ça dit que la France, la France a le droit de parler de traîtrise. Ils étaient 1038, je dis bien 1038 qui ont été décorés par la Légion Lorraine, par De Gaulle. 1038 Français qui ont fait partie de la résistance, la fameuse résistance dont on parle. Est-ce qu'il y a plus de traîtres que les Français? Et il a le culot d'insulter les Africains. On a vu, il n'y a pas longtemps, à Tiaroy, ce qui s'est passé. Le matin du 1er décembre 1844, lorsque nos parents, parce que quand on les prend en France, on vient, on les met à Tiaroy. Il faut que les gens savent. C'est-à-dire, nous qui sommes en Europe, qui comprenons le principe, on les envoie dans un camp. Ils sont désarmés. Dans Tiaroy, ils étaient désarmés, même couteau, ils n'avaient pas. Donc, ce sont ces parents-là, le matin, très tôt le matin, qui se lèvent, qui, il y a 2 jours, avaient dit au général Dagnan qu'ils ne sont pas contents de leur situation. Ils ont secoué un peu. Le lendemain, le 1er décembre 1944, un dispositif depuis 5 heures du matin et demi, avec des mitraillettes, on a tiré 508 balles sur des gens qui n'ont pas d'armes. C'est le matin, sont en face. 508 balles, c'est dans mon livre. Quel était le tort? De réclamer leur dû. Ceux qui ont eu la chance de survivre, on les a mis en prison. D'autres, comme on a dit qu'ils n'ont pas participé, on les a envoyés. On n'a donné aucun centime. M. Macron avait parlé de traîtrise. Qui trahit qui? Je le mets au défi de me montrer un seul pays européen, occidental, qui a permis à l'Afrique, je n'ai pas dit un individu, qui a permis à l'Afrique de faire un bon travail. Je le mets au défi. Ça n'existe pas. On ne va pas donc épiloguer là-dessus et je suis content de cela. Il faut qu'aujourd'hui les Africains comprennent que nous avons, j'ai vu bien, on a vécu 100 000 ans sur le territoire africain. Les plus grandes richesses font partie de nos ancêtres de la vallée du Nil, les Égyptiens. Ce qu'on appelle couramment les Égyptiens, mais qui sont appelés Kabites. Oui. Aujourd'hui, tous les ingénieurs réunis sont incapables de produire une seule pyramide. Et je rappelle, pour finir par là, que le plus grand nombre de pyramides se trouve au Soudan. On a 255 pyramides pour 137 pyramides en Égypte. Donc, nous avons du génie. Si nous voulons réfléchir, nous pouvons réfléchir de manière endogène. Et il n'y a qu'en Afrique qu'il y a eu des civilisations. Et ça, après, on allait transmettre les civilisations sur les autres. Aujourd'hui, ils font référence à l'Empire romain. L'Empire romain, c'est un empire bizarre qui n'a qu'un objectif. Parce que quand on parle de l'impérialisme, les gens pensent que c'est des mots. L'impérialisme, c'est avoir son empire. Aller attraper les autres pour occuper les territoires. C'est pour cela l'Empire romain est leur référence. Napoléon avait pour référence l'Empire romain. Hitler avait pour référence l'Empire romain. Comment on appelle j'oublie ce nom-là. Ils avaient pour référence l'Empire romain. Eux tous, ils ont pour référence l'Empire romain. C'est-à-dire, c'est de mettre, de s'approprier les ressources des autres par le viol, par l'agression. Et je rappelle qu'il ne faut jamais, jamais se dire que nous sommes en coopération. Un violeur et une violée, vous n'allez jamais leur dire qu'il y a eu des coopérations. L'Afrique a toujours été violée par l'Occident. Il faut qu'on le mette. Donc, ce qu'il y a, il n'y a pas de coopération. Et il faut que nous le mettions longuement et bien dans nos têtes. Nous ne sommes pas en coopération. Ce sont des violeurs. Ils ont toujours violé l'Afrique et on ne peut pas accepter cela. Merci. Et donc, merci au président Traoré. Merci à vous, Tapé Grobera, pour ce commentaire et cette analyse des propos du président
Ibrahim Traoré, bien sûr le président du Burkina Faso qui répondait donc à son homologue français Emmanuel Macron. On va poursuivre l'analyse sur le plateau avec le docteur Yamtimba. Ibrahim Traoré également dans son discours, une autre déclaration assez forte. Je pense que s'il n'est pas athée à chaque matin qu'il prie, il devrait aussi prier les Africains. Docteur Yamtimba, la réponse, la sortie du président Traoré à M. Macron, votre analyse? Écoutez, moi j'analyserai. Je tiens compte simplement du fait que Traoré dit des choses qu'on aurait dû tous dire. Que les chefs d'État, les dirigeants africains auraient dû dire. Maintenant, les chefs d'État spécifiquement, parce que leur parole est censée quand même porter beaucoup plus. Tout à fait. Et pour les chefs d'État, ce n'est pas simplement une réaction. C'est un outil politique. Mais il y a eu des sorties, Dr Yamtimba. On a vu du côté du Tchad, le président tchadien Mahamat, qui a, voilà. Au Sénégal, on a vu le Premier ministre Ousmane Sonko. Donc, il y a eu des sorties, peut-être chacun à sa façon, mais il y a eu des réponses quand même. La réponse du Tchad, elle est ce qu'elle est. On suit. Oui. On espère que... parce qu'il y a quand même... Le Tchad, c'est plus construit. Okay. Il y a des accords qui sont dénoncés. Ensuite, on dit... Oui, les militaires qui quittent le territoire également. Voilà. Et au-delà de quitter le territoire, il y a des accords qui sont dénoncés. Ça, c'est très important parce que les accords coloniaux, c'est la base. Et je suis très content que le président Traoré soit revenu spécifiquement dessus. C'est donc construit. Il y a des accords qui sont dénoncés, il y a des militaires qui partent, etc. Oui. Au Sénégal... on commence on va avoir une commission, on va discuter avec les Français, on va faire ci, mais on dit que les militaires vont partir. Si les militaires partent et que vous avez tous les accords coloniaux, vous n'avez pas fait grand-chose. En fait, ça veut dire que vous fermez juste une fenêtre et vous voulez ouvrir une porte. Les accords, c'est la base. C'est la base, les accords. Et je crois que l'autre chose, c'est que la réaction du Sénégal n'a pas de poids. Pourquoi? Parce qu'on a un chef, celui qui réagit est Premier ministre, ce n'est pas le chef des armées. Okay. Il n'est ni le chef des armées, ni le chef de la diplomatie, ni le chef de l'État. Okay. Celui qui est le patron des armées, c'est le président de la République. Celui qui est le patron de la diplomatie, c'est le président de la République. Et celui qui est, malheureusement, le patron de l'État, c'est le chef de l'État qui est le président de la République. Là, on a le Premier ministre qui parle. Au fond, la réaction du Premier ministre n'a fait que renforcer la crédibilité de ce que le président Macron disait. Alors qu'on pensait que on aurait dû faire face à une réponse sèche, comme au Tchad, du chef de l'État qui dit « Écoutez, monsieur, vous ne dites pas ça de mon pays. » C'est le Premier ministre qui parle. Bon, sauf si le Sénégal considère que son Premier ministre est au même niveau que le président français et qu'il a les instruments, les outils dont dispose le président français, alors sa parole a de la crédibilité, a du poids. Mais si on s'en tient à ce que nous savons de l'architecture institutionnelle du Sénégal aujourd'hui et des usages au niveau international, la réaction du Premier ministre n'a fait que renforcer, peut-être même au moins commencer à confirmer ce que le président français a dit. C'est le président Faye qui aurait dû prendre la parole pour dire « Écoutez, monsieur, je crois qu'il ne s'est jamais tenu de telles négociations entre la France et le Sénégal. Et donc, je ne comprends pas que vous puissiez traîner mon pays, mon État, dans la boue, parce que l'État du Sénégal, dont je suis le chef, n'a jamais eu de négociations avec vous. » Quand c'est le Premier ministre qui vient parler, les gens se demandent... il y a un chef d'État là-bas, patron des armées, patron de la diplomatie, qui dit que son pays a négocié avec le Sénégal. C'est ce qu'il a dit. Peut-être qu'il n'a pas cité le nom, mais c'est ce qu'il a dit. Oui, on a compris exactement. Et puis, le chef de l'État du Sénégal, comme celui de la Côte d'Ivoire, ne disent rien. Qui ne dit mot,
consent. Je crois que c'est ce qu'on dit souvent. Alors, si qui ne dit mot consent, ça veut dire que la réaction du Sénégal, la réaction du chef du gouvernement sénégalais, soit il n'était pas au courant de cette négociation. Oui. Bon, après la parenthèse, juste la parenthèse, Dr Yam, c'était sur la page, je peux appeler peut-être privée, hein, parce que page Ousmane Sonko et non Primature, qui a eu cette réaction. Peut-être que ça fait aussi la différence. Merci de le rappeler. Oui. Sauf que ça, c'est un mélange de genres qu'il faudrait que les nouvelles autorités en Afrique évitent. Vous êtes Premier ministre, vous ne vous exprimez pas sur votre page. Parce qu'il n'y a pas un moment où vous n'êtes plus Premier ministre. Vous êtes Premier ministre tout le temps. C'est-à-dire que même quand vous êtes couché dans votre lit, vous êtes Premier ministre. Donc il n'y a pas un moment où vous êtes un citoyen lambda. Ça n'existe pas. Donc vos pages personnelles, vous cessez de les utiliser. Et ça, c'est peut-être une certaine discipline qui manque encore et qu'il va falloir instaurer. Parce que de deux choses l'une, soit vous avez un problème vous-même avec la gestion des instruments, vous n'habitez pas encore votre poste, vous n'avez pas encore pris la pleine mesure de votre poste, soit alors, en réalité, vous voulez éviter qu'en tant que responsable public, on vous oppose votre point de vue. Et donc vous le dites dans un espace privé. Non, il n'y a pas d'espace privé quand on est membre du gouvernement. Pire quand on en est le chef. Il n'y a pas d'espace privé. Même quand vous prenez vos congés, vous êtes le Premier ministre. Vous ne pouvez plus vous déplacer sans tout l'attelage qui constitue tout l'encadrement, l'environnement qui constitue votre poste, votre statut de Premier ministre. Donc, vous avez pris la parole, que ce soit dans l'espace privé, malheureusement, vous êtes le Premier ministre. Et donc, toutes les positions, tout ce que vous dites est officiel. C'est la position du gouvernement, ce n'est pas nécessairement la position de l'État. Ok. Et c'est cette petite distinction que les gens doivent toujours faire. Un Premier ministre qui s'exprime donne la position du gouvernement, pas la position de pas l'État. la position de l'État. La position de l'État est donnée par deux personnes dans un pays. Par le président de la République et par le ministre des Affaires étrangères. Ce sont les deux seules personnes qui donnent la position de l'État. Donc, lorsque un membre du gouvernement ou le chef du gouvernement parle, c'est la position du gouvernement. Or, la position du gouvernement ne prime pas sur la position de l'État. Et jusqu'à date, on n'a pas encore la position de l'État. Le président Diomaye. Voilà, de l'État du Sénégal, on n'a pas encore la position de l'État du Sénégal. La Côte d'Ivoire, jusqu'à date, à ma connaissance, on n'a pas encore la position de l'État. Sur la sortie du président Macron, mais on sait que M. Ouattara, bien avant cela, ou quelques jours avant, avait quand même annoncé en fin d'année 2024 aussi qu'il pourrait avoir ce départ. D'ailleurs, il y a une rétrocession de la base. Tout à fait. Oui. Mais on n'a pas sa réaction sur ce qu'a dit le président français. Ce qui veut dire que qui ne dit mot consent. Lui au moins manifeste. Apparemment, il assumerait ça et dirait j'assume. Bon. Oui. Qui ne dit mot consent. Donc il se trouve que c'est un sérieux problème que nous avons en Afrique, cette discipline. Et il se trouve que le plus important pour moi, dans le discours du président Traoré, c'est la partie où il interpelle les Africains à profiter d'une fenêtre d'opportunité. Certains sont un mal nécessaire, oui. Eh bien, profitons-en. Oui. Nous devons en profiter aujourd'hui pour faire partir la France de l'Afrique, pour conquérir définitivement notre souveraineté, pour nous organiser à être des peuples libres. Ce n'est pas les déclarations, ça se fait de manière opérationnelle et dans les processus et ainsi que dans si vous voulez, au niveau de la gestion de nos pays. La vérité est que tous les ressortissants de tous les pays qui sont dans nos pays africains, particulièrement tous les pays européens, mais particulièrement la France, qu'ils soient des enseignants, des conseillers, et si vous êtes conseiller militaire, ça veut dire qu'aux conseillers politiques, ou conseillers économiques, ou conseillers de quelque nature que ce soit, les gens qui sont des dirigeants des entreprises, les gens qui sont des enseignants et des chercheurs, des chefs de programme dans nos universités, c'est la plus grande plateforme de renseignement gratuite qui existe.
les gens qui sont dans les ONG, etc., c'est la plus grande plateforme de renseignement que ces gens-là se sont créés. Ils savent donc quelles sont les décisions que vont prendre nos armées. Ne sommes donc pas surpris que dans la lutte contre ce qu'ils appellent le terrorisme, qui est en fait du mercenariat international contre nous, qui doit installer le chaos dans nos pays pour bloquer leur développement et leur permettre d'accéder encore toujours plus gratuitement à nos matières premières. On en parlait avec la RDC tout à l'heure, on en parlait avec le Niger depuis toujours et tous les pays du franc CFA. Eh bien, ça leur permet, à chaque fois dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme, d'anticiper les mouvements de nos forces armées. Oui. Il n'y a pas mille manières d'expliquer le fait que vous avez quand même des États, des armées qui n'arrivent jamais à arrêter de simples terroristes. Les gens anticipent toujours, ils réussissent toujours à s'échapper. Ça veut dire qu'ils ont des informations qui leur permettent de s'échapper. Moi, je ne fais pas de la sorcellerie, je suis sur des processus. Si vous êtes coincé quelque part, le renseignement militaire, c'est que vous êtes coincé quelque part, et que le renseignement militaire vous a encerclé, et que finalement le renseignement militaire connaît des blocages, des difficultés de mise en route, etc. Il y a forcément... C'est qu'il y a quelqu'un qui a transmis l'information. Vraiment, prenez votre boule de cristal. Moi, je n'en connais pas, je suis sur mon papier. Tous ces gens qui sont dans nos entreprises et qui sont dans les organisations patronales, qui sont dans les ONG, qui sont dans nos ministères, dans nos présidences, dans nos primatures, dans nos assemblées nationales, dans nos un peu partout, qui sont dans les ONG, permettent en fait, font remonter un certain nombre d'informations. Et c'est ces informations qui donnent, si vous voulez, qui permettent à ces pays d'anticiper. Et vous voyez que lorsque vous avez des gens qui gèrent vos aéroports, ils gèrent vos ports, ils gèrent toute votre logistique, le rail, la route, etc., vous avez des gens qui gèrent, qui maîtrisent vos télécoms, des gens qui maîtrisent vos banques. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Si quelqu'un contrôle tout votre système financier, parce que c'est lui qui a la monnaie, et que toutes les informations des banques remontent à la Banque centrale, et qu'à la Banque centrale, c'est lui qui centralise toutes les informations, et qu'à côté, il a des gens partout dans vos entreprises, autour de vos ministres et dans vos présidences de République, mais ce type est mieux renseigné que vous. Pire, parfois c'est lui qui vous fait la carte nationale d'identité, ou alors ce sont ses amis qui vous font la carte nationale d'identité, qui vous font le passeport. Ouais. Vous vous attendez à quoi? Mais ce pays est le plus renseigné possible sur vous. Et la conséquence, c'est que pendant que vous vous battez pour avoir une stratégie, et ils ont la bonne, parce qu'ils ont la bonne information. Et à temps. Donc, ce que Traoré dit, et qui est le plus intéressant, le plus important à mon avis, désolé, c'est vous ne pouvez pas avoir une armée solide si vous avez des conseillers militaires. Ça, c'est une chose qui est claire. Et il est évident que tous les gens, je ne dis pas que tous ceux qui ont fait leurs études, ou tous ceux qui ont suivi leur formation, suivi des formations, ont fait toutes leurs études à l'étranger, sont forcément traîtres à leur pays. Oui. Mais il y a dans cette catégorie, comme le dit le président Traoré, effectivement beaucoup de gens il faut monitorer tous ces gens. Quand vous faites vos études à l'extérieur, dans certains pays d'Asie, quand vous revenez, vous avez une période d'intégration. Et cette période permet de débriefer et de vous remettre dans, si vous voulez, on appelle ça l'éducation idéologique. Donc on vous reforme, on vous réorganise pour que vous puissiez désormais revoir votre ordre de priorité et de mettre en avant votre pays. C'est très important. La sociologie nous dit que ceux qui ont passé 2 ans au moins à l'extérieur pour chaque année supplémentaire, il leur faudrait entre 6 et 8 ans pour se réintégrer. Donc, imaginez les gens qui sont allés faire leurs études, particulièrement des études militaires, ils passent 2-3 ans. Quand ils rentrent, en réalité, psychologiquement, ils sont toujours à l'extérieur. La conséquence, c'est que inconsciemment même, ils peuvent défendre les intérêts de leur pays sans s'en rendre compte. Oui. Beaucoup font des rapports. Je vois souvent des choses que les gens écrivent sur les réseaux sociaux. Je me demande, mais est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de livrer des informations sensibles? Mais ils ne s'en rendent pas compte. Hein? Et un État bien organisé est le seul qui est capable de rappeler tout le monde dans l'ordre. Et ça, c'est ce que nous devons faire. Nous devons nous assurer. Vous allez voir beaucoup d'entreprises, par exemple françaises, celui qui s'occupe des achats, c'est toujours un Français. Pourquoi?
parce qu'il faut maîtriser le sourcing, les approvisionnements. Les approvisionnements, c'est ça qui vous crée un réseau de relations à travers le monde. Et donc, on ne va pas laisser quelqu'un y être. Le directeur financier, ça va être très souvent un Français. Pourquoi? Parce qu'il faut contrôler tout ce qui est argent. Vous allez vous demander le directeur technique, ça peut être n'importe qui. Mais par contre, celui qui achète le matériel qui utilise le directeur technique, c'est un Français. Et toutes ces petites choses sont extrêmement importantes parce qu'elles vous permettent de savoir qui contrôle quoi exactement. Oui. Donc voilà, je crois que le président Traoré, il a absolument raison. Essayons de reprendre en main notre continent, et notre initiative de KEPER, de 10 000 dirigeants panafricanistes, va dans ce sens. Dernière phrase, c'est dire ceci. Nous rappelons aux Français qui nous écoutent généralement de façon distraite et vont finir par sortir des phrases tellement bizarres comme celle que leur président a sortie. Le jour où vous partirez d'Afrique, vous ferez 10 fois plus de transactions avec l'Afrique. Si vous continuez à rester en Afrique, un moment viendra où vous ne ferez plus aucune transaction avec l'Afrique. Vous devez choisir, est-ce que vous voulez manger ou est-ce que vous voulez juste vous vanter? Quand on se vante, on brasse du vent et on ramasse zéro. Quand on veut manger, on construit avec les gens, on les respecte, on vient demander, on ne vient pas parler fort et on ne dit pas n'importe quoi. Surtout, il y a quelque chose que la génération actuelle n'oubliera jamais. Qu'un chef d'État fasse des discussions avec d'autres chefs d'État africains et qu'ils viennent mettre ça sur la table, pour nous, c'est la preuve que vous êtes le peuple auquel on peut le moins se fier dans le monde. Ça veut dire que vous êtes en train de dire aux générations africaines actuelles, ne faites plus jamais confiance aux Français, et ça n'arrivera plus jamais. Les chefs d'État qui vont arriver là, dans le cadre des 10 000 dirigeants panafricanistes, plus jamais ils ne vous feront confiance. Les seules discussions qu'ils auront avec vous, ce sera devant les caméras de télé pour que vous ne veniez pas vendre les secrets des discussions qui ont été faites de manière discrète. Merci à vous. Docteur Yam Timba, on va rapidement aller au standard en espérant qu'on aura peut-être 5 minutes pour peut-être permettre à nos invités de conclure en 1 minute, mais on va quand même aller au standard et très très rapidement, comme on le fait depuis un bon moment, précision, concision dans nos contributions. 2 minutes, maximum 2 minutes par intervention. Monsieur Kofi, premier téléspectateur de ce matin. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Allô? Oui, allô? Ok. Bonjour, Manuel Asike, bonjour, For You Media. Moi, j'aimerais intervenir sur le cas de la RDC. Allez-y. Voilà, allez-y. parce que j'ai entendu beaucoup de choses sur le plateau qui me chagrinent un peu. D'abord, j'aimerais saluer l'action du ministre de la Justice, Constant Moutamba, pour la décision qui a été prise. Parce que quand j'écoute un peu les uns et les autres, j'ai l'impression que c'est aujourd'hui que les gens découvrent le phénomène Koulouna. Le phénomène Koulouna existe depuis 2000, les années 2000. Ça fait 24 ans aujourd'hui que ce phénomène existe. Ça fait 24 ans. Avant, on les appelait les Pombas. C'est après qu'ils ont changé de nom, ils sont devenus les Koulouna. Voilà, c'est un groupe de jeunes en machette qui agressent, qui violent, qui tuent et qui pillent. J'ai entendu dire que non, la cause, c'est la pauvreté. Oui, mais la pauvreté ne peut pas justifier leur action. La pauvreté, il y a plein de pauvres, tout le monde est pauvre en RDC. Mais si tout le monde doit prendre les machettes pour agresser d'autres pauvres, c'est que c'est grave. C'est que c'est grave. Donc, il y a eu, d'abord, il y avait l'ancien ministre de la Justice, Lusolo Bambi, qui les arrêtait et qui les envoyait en province. Pour leur faire des actions, pour leur donner apprendre les petits métiers, en fait, les insérer dans la vie sociale. Donc, beaucoup d'actions ont été menées, mais c'est des récidivistes. Après, ils sortent, quand ils sortent, on les insère dans la vie sociale, ils reprennent les machettes. Ils reprennent les machettes, ils continuent à agresser. En 2013-2014, il y a eu 2 opérations policières, l'opération Likofi, pour pouvoir les arrêter et également aller les rééduquer, les réinsérer. Après, quand ils ont vu l'opération, beaucoup ont fui pour aller à Brazzaville. Moi, je suis cette action de près depuis les années 2000. Beaucoup ont fui pour aller en Brazzaville. Après,
l'opération s'est arrêtée, ils sont revenus, ils ont repris les machettes, ils agressent, ils tuent les journalistes, ils tuent les policiers, ils s'attaquent aux journalistes. Donc si on veut prendre pour argument la grande pauvreté, non, comme il y a la pauvreté, cela justifie qu'ils doivent prendre des machettes à maintenant. Ce phénomène est là depuis 24 ans et ils ont trouvé la solution qu'ils ont trouvée là. Pour moi, la solution après tout ce qu'ils ont fait, ça ne règle pas le problème. Donc pour ça, ils ont décidé de prendre une solution drastique. Ce n'est pas pour éliminer tout le monde. Cette décision va permettre à ceux qui sont encore cachés d'arrêter, parce qu'ils savent que s'ils se font prendre cette fois-ci-là, ils seront exécutés, comme ceux qui ont déjà subi l'exécution. Donc c'est pour à un moment donné freiner cette grande criminalité qui existe depuis 24 ans en RDC. L'RDC souffre déjà dans le nord. L'État est préoccupé à lutter contre le M23. À Kinshasa encore, il y a les guérillas en machette qui s'agressent aux citoyens. Donc, je veux dire que c'est vrai, ça choque les gens. La peine de mort, ça choque tout. Il y a écouté Dr Boga, ça choque les gens, c'est vrai. Mais il faut que Dr Boga étudie bien le phénomène Koulouna. C'est aujourd'hui, eux, ils les découvrent. Hein, quand même. Comme il y a la peine de mort, c'est aujourd'hui les gens les découvrent. Mais ces gens-là, c'est des récidivistes. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour ces Koulouna? Plusieurs solutions ont été trouvées, mais ils récidivent. Donc, pour moi, demain, comme c'est la libre antenne, demain mercredi, je reviendrai en long et en large sur cette question des Koulouna. Et j'aimerais encore dire au président, au ministre de la Justice, Constant Moutamba, qui continue dans cette action, pour que ceux qui sont encore cachés ne sortent pas pour agresser les gens. Merci. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais. Demain, mercredi, je reviendrai sur cette affaire en long et en large. Merci. Merci. Bien sûr, demain, c'est le mercredi des téléspectateurs et ce sujet sera encore posé. De toutes les façons, vous aurez le choix, vous pourrez y revenir comme vous le souhaitez. Merci infiniment, monsieur, pour cette contribution. Reste au standard. Allô? Bonjour, Madame Siké. Je voudrais dire bonjour au docteur Timba. Je dis bonjour à Tapé Goubera et à notre professeur de droits de l'homme, le professeur Sako. Moi, personnellement, le phénomène Koulouna, j'apporte tout mon soutien au ministre de la Justice. Bon, demain, nous allons quand même appeler pour lui apporter encore notre soutien. Et dans toutes les capitales africaines, si les ministres de la Justice pouvaient faire ce que le ministre de la Justice fait là-bas au Congo, moi je pense que notre continent va être pacifié. Parce que ces gens-là sont des terroristes. Ce n'est pas des enfants de la rue, c'est des terroristes. Et des déchets humains et des monstres de ces gens, il faut les mettre à l'écart de la société. Ils ont des parents, non? Ils ont des parents. Mais est-ce que leurs parents, c'est qu'on appelle le ministre, il doit éduquer ces enfants-là? L'éducation commence d'abord dans la famille. Alors maintenant, si les parents les ont laissés comme ça, dans les rues, mais ces enfants qui prennent la drogue, qui sont devenus des déchets humains, ce n'est pas le ministre qui va faire ce travail-là. Ils ont d'autres choses à faire que ça. Et décimer des familles, est-ce que c'est là qu'on appelle le travail que leurs parents leur ont donné, ou bien c'est l'éducation que leurs parents leur ont donné? Ben, moi, je ne sais pas. Et puis, le ministre, je vais dire quoi, notre président, valeureux président Traoré a dit ce qu'il faut dire. Je pense que le débat est clos. Parce que quand le président Traoré parle, c'est terminé. Tout le reste doit se taire. Terminé. Voilà. Il a dit ce qu'il faut dire. Et nous sommes heureux de ce que le jeune président, le plus jeune président de l'Afrique, a donné son point de vue. Ça y est, c'est terminé. Voilà. Donc, tout mon soutien au président Traoré. Qu'il continue comme ça et nous allons avoir de valeureux hommes en Afrique. Tout le monde doit prendre exemple sur lui. Tous les jeunes présidents qui vont venir, là, que ce soit des dirigeants africains, prenez exemple sur le président Traoré. C'est l'homme de l'Afrique aujourd'hui. Merci. Je m'arrête là.
Merci à vous, monsieur. Merci. Très, très bonne journée. Merci d'être passé par ici ce matin. Un autre téléspectateur. Précision, concision, je vous en prie. Allô, bonjour. Bonjour, Madame Siké. Je suis Frédéric Massoki. Je salue la communauté For You, Média For You Matin. Je suis vraiment atteint ce matin. Bon, à propos de la réaction du capitaine président Ibrahim Traoré, j'estime qu'il est suffisamment temps pour nos dirigeants d'arrêter d'exprimer leurs émotions essentiellement oratoires. Nous attendons d'eux à présent qu'ils sont situés sur le niveau de considération que les autres ont vis-à-vis d'eux. Nous attendons de nos dirigeants qu'ils posent des actes forts, qu'ils prennent des mesures fortes. Alors nous, les populations, nous allons répondre aux discours inflammatoires, diffamatoires des autres. Vraiment qu'ils s'appliquent à résoudre nos problèmes. Nous sommes assez grands comme ça pour faire face à la diffamation. De l'autre côté, la RDC, vraiment, si j'ai un conseil à donner à ceux-là, je leur dis économisez ces munitions-là pour combattre le M23 qui grignote de plus en plus votre territoire. Un État qui assassine, qui exécute ses citoyens, à quoi ça renvoie? Ce n'est qu'une indigence intellectuelle, morale, spirituelle et autres. Vraiment, économisez vos balles pour le M23. Et puis, ces RD Congolais-là, ils ne voient pas le tracé du corridor de Lobito qui est en train de partitionner la RDC. Si vous regardez la carte des conflictualités de la RDC, vous verrez que justement, ce corridor passe par ces territoires à vocation, à intention séditieuse. Et comme ça, il sera plus facile de découper la RDC entre la RDC riche, la RDC utile et le reste de la RDC. Vraiment qu'ils se penchent sur ce problème et qu'ils arrêtent d'exécuter de petits-enfants. C'est pas ça qu'on attend d'eux. Merci, bonne journée à vous. Merci, merci monsieur Frédéric Massoudi, merci infiniment d'avoir appelé ce matin. On prend notre téléspectateur. Allô? Allô? Oui, monsieur, bonjour. Allô? Bonjour. Oui, Manuela, bonjour. Bonjour. Oui, un bonjour particulier à mon frère, le docteur Yam Timba, et puis aux autres panélistes. Bien, monsieur Traoré a tout dit, hein, madame Siké, excusez-moi, madame Siké, monsieur Traoré a tout dit. Il n'y a plus de débat à faire dessus. Mais par contre, il va falloir faire un rappel à Emmanuel Macron, parce qu'il ne mérite même pas d'appeler président. Macron est un psychopathe. Un psychopathe. C'est un va-t-en-guerre, c'est un enfant du démon, parce que je dis, tout ce qu'il pose comme acte aujourd'hui ne reflète que la franc-maçonnerie. Le seul président dans le monde entier, d'ailleurs, qui se retrouve avec deux alliances sur les deux bras, c'est un psychopathe. C'est un fou ambulant. Il a insulté les Africains. Il m'a insulté. Il vous a insulté. Il a insulté nos ancêtres, les libérateurs de la France. Pour moi, c'est un psychopathe qui ne sait d'où il vient et il ne saura non plus où il s'en va. Vous savez, il y a un adage chez nous qui dit « Lorsqu'un petit-fils couche avec sa grand-mère, il est déjà un homme mort parce qu'il est doublement maudit jusqu'à ses origines. » Et la preuve en est que Macron mourra sans avoir un seul enfant, n'est-ce pas, dans un berceau dans sa propre maison. Donc vous comprenez que celui-là, c'est un fou habillé que les Français ont choisi sans savoir. Et c'est de bonne guerre, parce que c'est ce que Moumié disait, c'est ce que Wandji disait, c'est ce qu'Aïdo même disait, c'est ce que tous qui ont criminalisé, tous ces gens qui ont tués disaient à l'époque, ne font que se réaliser aujourd'hui. La France est un pays de voleurs. C'est un pays de voleurs. Nous avons eu la preuve avec les objets d'art du Bénin. Vous avez entendu un jour la France revendiquer les objets d'art à un pays africain? Non, c'est des voleurs.
Donc, la folie de Macron n'est pas une folie mal orientée, non. Elle est une folie très bien orientée parce qu'elle ne fait qu'exposer la France dans ses actes machiavéliques. Et j'en profite d'ailleurs pour attirer l'attention des chefs d'État d'Afrique. Vraiment, de grâce. 2025 arrive, il y aura des élections de partout, même au Cameroun. Ceux qui se présenteront au Cameroun, sachez que lorsque nous allons dire c'est vous qui êtes président de la République, le jour où vous aborderez la toge de la franc-maçonnerie, vous mourrez le même jour au palais. Sans avoir prêté serment, vous mourrez le même jour. Parce qu'il est hors de question que vous laissez le Dieu qui vous a créé pour accepter le Dieu de la France, le Dieu satanique de la France. Nous ne voulons plus de ça. Mais ce n'est pas possible. Voilà un enfant qui n'a même pas vu l'indépendance, qui n'est même pas né, mais qui malheureusement veut se frapper dans l'histoire en allant aimer sa grand-mère, qui vient injurier tous les Africains, y compris les chefs. Oh, je pense à Thomas Sankara. Oh, je pense à Idjo, je pense à Kadhafi, je pense à Nelson Mandela et bien d'autres. Kwame Nkrumah, où êtes-vous? Vous n'êtes pas là aujourd'hui, vos frères s'endorment sur les lauriers. Ils sont assis dans les palais à ne rien faire, à marcher les écorces, brouter les écorces comme des porcs épiques. Voilà le moment où ils devaient se lever pour intervenir. Macron nous a insultés, mais je mets en garde tous les diplomates, en commençant par la diplomatie française au Cameroun. 2025, c'est l'année des élections au Cameroun. Ne foutez pas votre gueule dans ce qui concerne le Cameroun. Tous les diplomates, vous n'êtes pas des diplomates pour, n'est-ce pas, suivre ce qui se passe dans notre pays. Vos pays en ont assez. Allez suivre vos problèmes là-bas. Aucun diplomate ne devra se mêler, n'est-ce pas, des élections au Cameroun. Nous avons marre des injures, maintenant nous allons passer à l'acte. Celui qui se mêlera, comme ce général qu'on a affecté, qu'on a envoyé comme diplomate ambassadeur au Cameroun. Un général, voyant le point géographique et géostratégique de son ambassade vis-à-vis du régiment du quartier général, il n'est pas là parce qu'il est ambassadeur. Il est... Merci, monsieur Kamdem, merci infiniment. Nous comprenons. D'ailleurs, je pense que tous les Africains se sont sentis insultés, bien sûr, après la sortie du président Macron. Voilà. Mais nous savons également que les peuples africains sont des peuples assez élégants. Donc, même dans le langage, voilà, on est assez... sage et intelligent, comme le capitaine Ibrahim Traoré, qui a su répondre au président Emmanuel Macron. Donc vous comprenez où est-ce que je veux en venir. Je suis obligée, bien sûr, pour le compte du média, de sanctionner quand même certains propos, voilà, en ce qui concerne la vie privée du président français Emmanuel Macron, qui ne nous concerne pas du tout. C'est la vie privée du président français. Cela ne nous concerne pas. Ce qui nous intéresse, c'est cette politique française. Effectivement, le président français Emmanuel Macron, en tant que chef de l'État français, institution, président de la République française. Voilà tout ce qui nous intéresse. Merci à vous, monsieur Kamdem. De toutes les façons, demain, c'est le mercredi des téléspectateurs. On y reviendra certainement et très rapidement. 2 minutes pour sortir pour nos invités. Tapez Groubera en 2 minutes. Après les interventions des téléspectateurs, s'il vous plaît. Bien, merci. Pour ce qui est de la situation en RDC, nous sommes formels là-dessus. Ce n'est pas l'exécution de ces jeunes-là qui va résoudre le problème de RDC. J'ai entendu des frères qui disent que ça date depuis 2000, mais ils oublient aussi qu'il y a la guerre. Est-ce que ça résout le problème de la guerre? Entre la guerre et ces petits malfrats qui sont là, qu'est-ce qui est prioritaire? Le problème de ces jeunes-là se résout simplement, il suffit d'avoir une police bien formée et puis qu'on arrête de tolérer cela. Donc, souvent, c'est des coins qui sont connus. On dénonce où ils sont, on organise des vraies opérations et on va les récupérer. Et ces jeunes-là, on peut les utiliser autrement. On a fait différentes propositions. Mais tant que cette volonté politique n'est pas là, ce n'est que de la distraction. Et ça, nous sommes formés là-dessus. Le docteur Yamtiba a fait une proposition excellente. On ne peut pas concevoir que la RDC qui a ses ressources ne les utilise pas. Alors que si il changeait simplement la loi, je rappelle, il faut lire les 7 péchés capitaux de, comment on appelle, Hugo Chavez, qui a été écrit par, comment on appelle, le Belge, là, je dis son nom. Vous allez voir, Hugo Chavez est venu un matin, quand il a accédé au pouvoir, il a présenté un programme. C'est-à-dire qu'un contrat, il est venu à des avocats pour dire aux gens, les sociétés américaines dominaient, voilà ce qui en est. Vous faites ou bien vous partez. Finalement, très tôt le matin, les gens étaient obligés de signer. Et finalement, il y a eu inversion. En plus, il a
constitutionnaliser les ressources du pays. Donc, ce qui veut dire que pour avoir le pétrole du pays, c'est d'ailleurs pour ça que les gens tentent de faire un coup d'État, c'est dans la Constitution. Nous, on peut le faire. Comme on est d'accord avec cette histoire de démocratie, on constitutionne les ressources. C'est-à-dire les ressources du pays, là. Il ne peut y avoir que l'État congolais qui s'en charge. Ce n'est pas les privés. Ça, c'est ça. L'autre élément, tout le monde l'a dit, hein, le président, le capitaine Traoré a tout dit. Il a tout dit. Et nous sommes vraiment contents parce qu'au moins, il y a du répondant. Mais je rappelle, comme je l'ai dit, que ce n'est pas la première fois que les dirigeants occidentaux, et singulièrement Macron, nous insultent. Je vous ai parlé d'un problème civilisationnel. Oui. Ce petit morveux qui couche avec sa grand-mère et qui n'a été élu que par à peine combien de pourcents, 9 millions de la population française sur 67 millions. C'est ça aussi le processus de cette histoire de démocratie. La démocratie, c'est la dictature d'une minorité sur la majorité. Puisque Macron a été élu à 9 millions d'habitants, sur 67 millions. Où sont les autres? Donc, c'est ça qu'on va présenter à la situation. Donc, je dis, nous avons des valeurs endogènes sur lesquelles nous devons reposer. Utilisons-la pour la construction ou bien l'édification de la société africaine. Aujourd'hui, ces jeunes-là, on a des oracles, on a des gens. Il faut véritablement que nous nous imprégnions de nos valeurs pour pouvoir implémenter la vie sociale, économique, politique. Aucun chef d'État ne doit venir prêter serment sur la Bible et le Coran. Non, on met ce qu'on appelle le fétiche. Si tu as trahi, tu meurs. Voilà ce qu'il faut. C'est par là que je m'arrête. Merci à vous, Tapé Groubera. Merci infiniment. Dr Yam Timba, 2 minutes pour sortir définitivement. 2 minutes, bien géré. Alors, je vais dire 2 choses d'abord sur la RDC. Oui. Essayons souvent d'adresser les problèmes en pensant à l'âge que nous avons, à notre situation familiale, mais également au pays qui demande un certain niveau de réflexion et au continent qui nous demande de garder une certaine froideur et de nous projeter d'une certaine façon. Oui. Je suis quand même choqué d'entendre des parents qui appellent et qui disent « oui, tuez-les ». Dans nos traditions africaines, on ne tue pas les enfants. Parce que des enfants qui ne se comportent pas bien, c'est tout simplement le révélateur de notre échec en matière d'éducation et de prise en charge. Lorsque nous disons... Alors, je suis très content que quelqu'un nous révèle que ce problème, en fait, existe ne date pas d'aujourd'hui, existe depuis un quart de siècle, puisque c'est de 2000. Tout à fait. Si vous aviez arrêté un jeune qui était dans ces groupes-là, en 2000, qui avait 15 ans, et qu'on l'avait pris à Kinshasa et qu'on l'avait envoyé quelque part vers Matadi, c'est-à-dire à plus de 1500-2000 km, et qu'on l'avait formé dans une exploitation agricole et qu'on l'avait employé dans cette exploitation agricole, il aurait 40 ans aujourd'hui, ce gars-là, il ne serait plus Koulouna. En fait, il ne s'agit pas de faire sortir un jeune homme de Kinshasa, de Lubumbashi, pendant 1 an ou 2. Si vous le faites, tout ce qu'il ressent, c'est de la frustration. Et il revient beaucoup plus violent. Donc, ce que vous faites, c'est que vous le faites partir, en réalité, vous le déportez de là. Vous le faites partir dans une autre partie du pays, vous le formez dans des champs écoles, des usines écoles, où il va travailler dans des usines, vous créez un système de compagnonnage ou d'alternance entre la formation et la zone d'utilisation. Et en réalité, vous vous assurez que c'est un départ sur 10-15 ans. Parce que vous le formez, vous lui donnez du travail. Et il reste là-bas. Ça permet, après avoir identifié les meneurs que vous faites partir en premier, et puis les lieutenants, et dont la troupe, finalement, vous allez la faire partir de plus en plus. Ceux qui viennent d'intégrer les groupes, vous pouvez même les mettre en alternance, soit dans des centres de redressement, ceux qui sont très jeunes, 13, 14 ans, 15 ans, vous les mettez dans des centres de redressement où ils apprennent un métier. Mais ça doit être des programmes sur au moins 10 ans. Mais un État doit pouvoir s'occuper de sa population. Un État ne va pas simplement dire, bon, on va te tuer. Non. Vous devez vous occuper de votre population. C'est-à-dire que vous devez avoir des programmes qui peuvent prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans. Si vous arrêtez un jeune homme qui est un bandit et que vous le mettez en formation, vous lui trouvez du travail, mais 20 ans, 30 ans plus tard, 20 ans, 25 ans plus tard, il a quel âge? Il a 35, 40 ans. Il a eu le temps de rencontrer une femme ou un homme, de fonder une famille, d'avoir des enfants. Il n'a donc plus le temps. Et il remerciera son pays parce qu'il dira « Mon pays m'a sauvé, m'a sorti de la rue ».
Alors vous venez, vous commencez à tuer les gens, c'est ça la solution. En réalité, ce qui se passe quand ces gens-là appellent, et même la réaction du ministre et du gouvernement congolais, c'est que les gens font des transferts de frustration. Les Congolais sont frustrés parce qu'ils vivent. Ils vivent une guerre permanente depuis 25 ans, 30 ans aujourd'hui pratiquement, parce que c'est à partir de 1995 à peu près que ça a commencé. Ils sont dans une guerre qui dure depuis 30 ans. Au lieu de s'attaquer à ce qui leur crée des problèmes, ils déversent leur frustration sur leur jeunesse. Je trouve quand même que c'est à la fois inconséquent, mais également un peu méchant. Parce que si vous êtes des parents, votre premier rôle, ce n'est pas de décimer votre jeunesse, vos enfants. C'est plutôt de vous demander qu'est-ce que nous n'avons pas fait pour éviter, qui aurait pu éviter à nos jeunes de se retrouver dans cette situation. Et je vois des gens, j'entends des gens qui appellent, on leur dit que les gens peuvent prendre 35 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans les mines congolaises en une année et que tout ce que le Congo perçoit, c'est 1,6% de redevance, c'est-à-dire autour de 400 millions. Personne ne relève ça. En fait, ça ne les intéresse pas. On peut voler leur argent comme on veut, ça ne les intéresse pas. Et ils sont surpris qu'ils n'arrivent pas à s'occuper de leurs enfants. Mais vous allez vous occuper de vos enfants en faisant quoi? Les prières, en allant à l'église tous les jours ou à la mosquée. Vous allez vous occuper de vos enfants en ayant les ressources, les moyens pour les envoyer à l'école, pour leur donner à manger, pour les habiller, pour les éduquer, pour les loger, pour les vêtir. C'est ça. Sauf que tous ces enfants, ce que personne ne regarde, c'est qu'ils manquent de tout ça. Et vous voyez que si le phénomène a commencé en 2000, c'était 5 ans après le déclenchement. D'abord, vous avez le génocide rwandais qui s'achève en 1994. 95, et à partir de 95, vous avez la guerre civile, puisque c'est à partir de là que Kabila va commencer à venir, à rentrer dans le Congo. Donc vous avez 30 ans de guerre qui déstabilise un pays, et des adultes sont incapables d'identifier la cause des problèmes de leur pays et préfèrent tuer leurs propres enfants. Oh, faisons attention, pardon. Merci à vous, Dr Yambin Timba. Merci à Tapé Goubera. Merci également au Dr Bogasako Gervais qui était aussi avec nous ce matin. Merci à vous, chers téléspectateurs. C'est donc la fin de For You Matin. On se retrouve demain pour le mercredi des téléspectateurs. D'ici là, portez-vous très très bien.